mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres. À chaque pas de danse sur la place publique. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. Dis-leur qu'on est unis, dis-leur qu'on est ensemble, dis-leur qu'on est en vie sur cette terre qui nous ressemble. Dis-leur que l'on avance, que c'est inexorable, croisant nos différences, suivant l'inaccessible étoile. Dis-leur que l'on invente un autre champ des possibles, comme ces oiseaux qui chantent au petit matin d'un grand soir, heureux et indocile. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. C'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres. À chaque pas de danse sur la place publique. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. Hello ma Julie! Et coucou Malilou d'amour, comment ça va? Bonsoir, bonsoir les amis. Comment vas-tu Malilou? Impeccable, impeccable. Un magnifique apéro live avec évidemment plein de nouvelles. Ça bouscule aux États-Unis. Ça va finir par arriver ici, évidemment. Ça va être le plan de domino. Comme on s'y attendait, et ben très très bien, c'est en train d'arriver. Donc juste une merveille. Juste une merveille. Ouais, Ah ouais, absolument. ouais.
Il y a tout qui est en train de sortir, mais il faut continuer de nous mobiliser, ne rien lâcher, hein, être toujours là sur le pied de guerre parce que voilà, tant que le monde n'a pas changé vraiment, il nous faut œuvrer continuellement comme nous faisons, hein, si bien. Et même quand il y aura la bascule, il va falloir vraiment œuvrer aussi. Hein. Donc, de toute façon, on sera toujours à l'œuvre. Ouais, mais d'une autre façon. Ce sera beaucoup plus cool. À mon avis, ce sera beaucoup moins. L'ambiance sera détendue. On va dire que l'ambiance sera un peu plus détendue. Exactement. Bon, en attendant, on va accueillir nos invités pour une émission d'exception spéciale ce soir, les amis, hein, parce qu'il s'agit d'un sujet essentiel, important, combien important, hein. La liberté de choix thérapeutique, les amis, en France, aujourd'hui devient compliquée, hein. Nos bons médecins, si je puis dire, ceux qui ont encore une éthique et qui respectent leur serment d'Hippocrate, on les met sur le banc de touche et puis les autres, eh ben, on les laisse, hein, évidemment, avec des bonnes primes à la clé. Et donc ça, c'est plus possible. Donc, on va recevoir sans plus attendre le docteur Labrèze ce soir ici avec nous et Rebecca qui représente le collectif de soutien Sa Patientèle. Bonsoir Jean-Philippe, bonsoir Rebecca. Mais bonsoir quel bonheur. Bonsoir. C'est un sujet qui me tient à cœur en plus, hein, vous le savez, évidemment. En tant que thérapeute, forcément, je suis concernée aussi. Et donc, on va bien faire un débriefing. Donc, bienvenue à tous les deux. Eh bien, écoutez, allez-y, présentez-vous. Nous vous laissons la parole. Vous avez toute la parole que vous voulez ce soir. Merci pour le fait de nous recevoir déjà. Nous sommes très, très touchés. Moi, j'en profite pour dire bonjour à toute la famille de Julie et Lilou Live parce que j'en fais partie. Et vraiment, je suis très honorée et touchée que vous ayez accepté de parler de ce sujet avec nous. Et donc voilà, comme tu l'as dit, Lilou, moi, je fais partie du collectif de soutien au docteur Labrèze que j'ai créé avec une autre patiente. Et voilà, on est avec lui pour le soutenir et dénoncer ce gros scandale qui se passe autour de lui et de ce qu'il fait par rapport à ses patients. Donc voilà, je laisse le docteur se présenter. Merci beaucoup Rebecca, merci. Merci Rebecca, merci Julie et Lilou. C'était effectivement très très sympa et chouette de nous donner la parole parce que vous allez voir, je vais très brièvement revenir sur ma situation. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet de poser un problème plus global, en fait, qui est celui que vous avez soulevé, c'est-à-dire la liberté de choix thérapeutique et le consentement libre et éclairé, qui sont depuis déjà pas mal de temps considérablement malmenés, mais qui l'ont été de façon extrêmement choquante durant ces 4 dernières années, où on a vécu ce que tout le monde connaît. Très brièvement, moi, je suis suspendu là depuis le 1er septembre. Et je suis suspendu justement parce que dans le cadre de cette crise sanitaire, j'ai diffusé les travaux d'une association de médecins américains à laquelle j'appartiens, qui s'appelle la FL3C, ça veut dire Frontline COVID-19 Critical Care. Ce sont des sommités mondialement connus, le professeur Méric, professeur Méduri, professeur Varon, docteur Corey, etc. Des gens qui avaient développé des protocoles de soins des formes graves de Covid, qui leur permettait d'avoir 6% de mortalité, quand en France, au même moment, et en Europe, on était entre 17, 18 et 22%. Et donc, pour avoir diffusé des informations qui auraient permis de diviser par 3 le nombre de décès, je suis suspendu depuis 6 mois. Pardon, je suis suspendu depuis le 1er septembre et pour 6 mois. Et en plus, ces informations, je ne les ai pas dispensées ou délivrées au public, à la population générale. Je les ai délivrées à des médecins et aux autorités sanitaires. Donc, pour avoir communiqué à des médecins des informations qui auraient permis de sauver des vies, je suis suspendu. Et c'est très intéressant et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté la proposition de Rebecca quand elle m'a dit on ne peut pas accepter comme ça que tu te fasses couper la tête une fois de plus parce que j'ai déjà été suspendu en 2023 pour avoir essayé de sauver une vieille dame aussi. Donc, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. J'ai dit oui, non, c'est sympa parce que ça va bien au-delà de moi. Parce qu'en fait, pendant toute cette année, ce qu'on a vu, c'est vraiment, moi je dis ça comme ça, c'est vraiment du totalitarisme en marche. C'est-à-dire qu'on empêchait en fait les médecins de soigner. C'est quand même très choquant. L'immense majorité de mes confrères et mes consoeurs ont obéi à une injonction qui était non, vous ne pouvez pas soigner, n'essayez pas de chercher des traitements, n'essayez pas de dire qu'il existe des traitements. Dites aux gens qu'ils rentrent chez eux en prenant du paracétamol. Moi, j'ajoutais souvent et en priant. Et puis d'appeler le SAMU quand ils auront les lèvres bleues.
ce qui était bien évidemment très choquant, parce que des traitements, il y en avait. Et il y en avait de remarquablement efficaces. Il faut savoir qu'en 2002-2003, il y avait déjà eu une épidémie de ce qu'on appelle de SARS-CoV, le virus qui était responsable de ce type de pathologie, le Covid. Et les États-Unis, il y avait une agence aux États-Unis qui s'appelle la DARPA qui avait travaillé et quelques années après avait sorti un rapport en disant si on a une nouvelle épidémie de ce type, il faut donner de l'ivermectine. Ce sera le traitement de référence. Et moi et un petit nombre d'autres confrères avons soigné nos patients avec de l'ivermectine, de la vitamine D, de la vitamine C, du zinc, et ça s'est très bien passé. Et si on avait fait ça à l'échelle du pays, on aurait eu un taux de mortalité extrêmement faible. On n'aurait pas non seulement accepté que des vies soient détruites, parce que quand des gens voyaient leur état de santé se dégrader et qu'ils étaient ensuite hospitalisés en catastrophe, en réanimation, là, il y avait un taux de casse assez important, alors qu'on aurait pu éviter ça. Et puis, bien évidemment, on n'aurait pas détruit notre économie avec des mesures qui n'avaient aucun sens, qui ne reposaient sur rien, sur aucun fondement, confinement, etc., qui sont des aberrations. Il n'y a pas une publication scientifique digne de ce nom et qui fasse la promotion du confinement pour régler un problème de cette nature. Voilà, donc c'était important et ça nous permet, encore une fois, plus globalement, de poser le problème du consentement libre et éclairé et de la liberté de choix thérapeutique. Et là, il y a eu beaucoup de mensonges. On va avoir l'occasion d'y revenir durant cette crise sanitaire sur ces produits qu'on a injectés en montant de façon éhontée au public et donc en privant les gens de la possibilité de formuler soit un consentement éclairé, si les informations qu'on leur donnait, leur disaient oui, moi, ça m'intéresse de recevoir ce produit, ou un refus éclairé, si on leur avait donné véritablement l'intégralité des informations. Et là, je pense que peu de gens auraient accepté de se faire injecter ce produit. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est énormissime ce que tu dis parce que, évidemment, depuis 2020 et 2021, l'histoire de l'inoculation des picouses, parce que moi, je n'arrive pas à les appeler des vaccins, ce n'est pas pour moi des vaccins. C'est une thérapie génique, on est d'accord, expérimentale de qui plus est. Et donc du coup, moi, je fais un raccourci avec les picouses, mais du coup, depuis, il y a énormément eu d'études, y compris sur les confinements, les masques, toutes les voilà, qui sortent non-stop. Ça sort de partout, sauf en France. Et oui. Par hasard, c'est très bizarre. Voilà. Mais en attendant, c'est sorti. J'en ai montré plein en apéro live. Il y a énormément d'études qui ont été suivies où justement on confirme aussi l'efficacité de l'ivermectine, de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, de ces fameux traitements qu'à mon avis tous les toubibs ont pris sans trop le dire. Alors que voilà, mais parce que ça marche. Justement, ça marche. Il y avait aussi l'Artemisia annua. L'Artemisia annua, qui est un antiparasitaire, etc., qui a été interdit à la vente d'ailleurs en 2018 en France. Enfin bref, la France, on maintient une sorte d'omerta, on maintient une sorte de, tu vois, de tollé général où voilà, on ne peut rien dire sous prétexte d'être traité ou peu importe. Après nous, on le dit parce qu'on veut bien le dire. Mais du coup, vous et toi, apparemment, tu en fais aussi l'objet de sanctions, alors que ce n'est absolument pas du tout justifié. Ça n'est absolument pas justifié parce qu'on sanctionne un médecin, encore une fois, qui a diffusé des informations qui auraient permis de sauver des vies. Mais quand on prend un peu de recul et qu'on voit ce qui s'est passé dans cette crise sanitaire, il y a quelqu'un que je cite volontiers qui s'appelle Jean Jaurès. Et il disait, le courage, c'est chercher et dire la vérité. Je pense que c'est ce que vous faites, vous, à travers vos émissions depuis un grand nombre d'années. Et c'est ne pas subir la loi du mensonge triomphant. Et le médecin naturopathe que je suis depuis 4 ans voit la loi du mensonge triomphant puisqu'on voit des gens de mon point de vue, pour beaucoup d'entre eux, sans aucune éthique. Alors, où ils ont été, on leur a menti et on les a bernés. Et dans ce cas-là, maintenant, il y a suffisamment de recul pour que ces gens-là puissent venir dire, nous sommes désolés, nous aurions dû être extrêmement lucides, clairvoyants, responsables, éthiques, etc. Mais on s'est fait berner et on vous a infligé un préjudice. C'est par exemple ce qu'a fait, entre autres, parmi beaucoup d'autres politiciens qui ont fait leur mea culpa,
C'est ce qu'a fait récemment le ministre de l'Intérieur japonais, ministre des Communications, qui est venu dire à son peuple, je suis désolé, on vous a infligé un préjudice majeur, on s'est trompé. Moi, j'en paye le prix parce que je suis vacciné et je fais un cancer turbo. Beaucoup de mes collègues politiciens sont affectés par ça. Donc, on vous présente nos excuses. Et il y a ce mouvement de prise de conscience où il y a des politiques qui ont encore la notion, le sentiment d'honneur. Et l'honneur commande quand on s'est trompé, de reconnaître qu'on s'est trompé, de reconnaître qu'on a infligé un préjudice. Combien de personnes actuellement vivent l'enfer et on leur dénie, on ne vient même pas leur dire oui, effectivement, on vous a injecté un produit dont on sait maintenant qu'il était inefficace et dangereux. Quelle violence! Quelle violence! Donc, soit, à mon avis, quand on était aux commandes, en responsabilité politique, on reconnaît, encore une fois, qu'on s'est fait berner et on reconnaît le préjudice et on s'efforce de réparer le préjudice, qui est la moindre des choses. Ou alors, il y a des gens qui ont fait sciemment, qui ont menti sciemment et qui ont infligé sciemment un préjudice. Et dans ce cas-là, c'est la justice qui doit intervenir. C'est la justice qui doit acter ça et le sanctionner. Voilà. Et moi, quand je vois, par exemple, un ancien ministre de la Santé venir injecter ce produit expérimental à des femmes enceintes, à une femme enceinte à la télé, en invitant toutes les femmes enceintes à recevoir ce produit, personnellement, je considère que c'est criminel. Parce qu'on a tous appris en faculté de médecine qu'on ne donne rien à des femmes enceintes. Uniquement des produits pour lesquels on a un long recul, dont on sait que la balance bénéfice-risque va être en faveur de l'utilisation du produit, et quand c'est une absolue nécessité. Quelle était la nécessité de venir injecter un produit expérimental à des femmes enceintes? Ça n'avait aucune légitimité. Ça n'était absolument pas fondé. Donc ça, c'est un préjudice considérable. Et qui est venu le reconnaître aujourd'hui dans notre pays? Qui est en France est venu dire « Oh là là, nous sommes désolés. Comment on a pu faire ça? Comment on a pu se faire berner de la sorte ?» Non. On a, depuis 4 ans, on subit l'ère du mensonge triomphant et ces gens-là n'assument aucune responsabilité pour ce qu'ils ont fait. Ils persistent et ils signent parce que s'ils reconnaissent leur responsabilité, comment vont-ils réparer le préjudice causé? Comment vont-ils rendre la vie à ceux qui ont perdu la vie avec un AVC, un infarctus, un cancer turbo? Et j'invite vos auditeurs à aller taper Dr Sabatier et à regarder les vidéos qu'il avait produites sur le sujet dès le début de la crise sanitaire, où il disait surtout ne vous faites pas injecter ce produit parce que ça va profondément, puissamment dérégler votre organisme et on va voir exploser tout un ensemble de pathologies qu'on voit actuellement sur le terrain. Donc, ce qui s'est passé est vraiment très, très grave et je ne vois pas, encore une fois, cette prise de responsabilité, cet honneur que devraient avoir les responsables politiques qui assument la responsabilité de cette tragédie. Et ils sont toujours là, ils persistent et ils signent. Je trouve ça très choquant. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ce qui m'a fait du bien aussi, quand même, c'est qu'en Allemagne, il y a eu un retournement de situation où là, il y a eu des responsables qui ont accepté, et d'ailleurs, The Bild l'a dit aussi, de par la prise de parole de responsables allemands, ils ont aussi, il n'y a pas que le Japon, ils ont aussi fait marche arrière. Ce qui est quand même incroyable. Alors après, ça n'a pas fait foudre de guerre non plus, malheureusement. Mais en attendant, eux, ils ont accepté. En Grande-Bretagne aussi, ils ont, comment te dire, rémunéré des gens par rapport aux effets secondaires. Mais ça ne suffit pas. Tout ça ne suffit pas. Nous, ce qu'on voudrait, c'est l'explosion de ce mensonge éhonté, y compris en France. Y compris en France. Forcément. Forcément. Ben, ce serait vraiment la moindre des choses, mais quand tu parles de ce qui s'est passé en Allemagne, il faut quand même éclairer vos auditeurs sur ce qui s'est passé. C'est qu'on a une structure qui est une structure sanitaire officielle qui coiffe tout, qui s'appelle l'Institut Koch en Allemagne. Et quand les scientifiques ont vu arriver le virus, ils ont dit, ben voilà, on va le surveiller, rien d'inquiétant semble-t-il. Ils expliquent qu'ils ont subi une pression politique colossale pour effectivement mettre le degré d'alerte le plus haut et ensuite confiner, vacciner, etc. Et on voit bien que c'était en fait un programme généralisé et qu'il fallait paniquer la population pour imposer des mesures sanitaires et pour imposer derrière l'injection de ce produit expérimental. Injection d'ailleurs qui s'est faite en violation de tout ce qu'on avait édicté comme principe, comme règle pour éviter que ne se reproduisent les tragédies qu'on a vécues pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les camps nazis,
où les médecins ont fait des expérimentations. À l'issue de cette période tragique de l'histoire de l'humanité, on avait émis un code qui est le code de Nuremberg, et plus tard, on a émis ce qu'on appelle la Convention d'Oviedo, c'est-à-dire que plus personne ne devait être contraint de subir des expérimentations. Mais c'est ce qu'on a fait à grande échelle, à l'échelle du pays et à l'échelle de l'Europe et sur la planète entière. Sauf quelques pays qui ont eu la clairvoyance, la lucidité. Je pense à certains États indiens, etc., au Mexique, mais sinon, on a violé toutes les règles qu'on avait édictées pour que l'humanité ne soit plus confrontée à ce que nous avions vécu. Je suis sidéré de voir à quel point les gens ne voient pas l'intensité de la tragédie et à quel point on a franchi une ligne rouge et on est revenu des décennies en arrière. De mon point de vue, c'est d'une extrême gravité. Ah, mais c'est pire que grave parce qu'ils ont violé la seule loi qui, soi-disant, était inviolable depuis des millénaires, c'est la loi du libre arbitre. Ils ont violé cette loi-là. Soi-disant, il y avait un accord entre les différents pontes, même ceux qu'on ne connaît pas, qui était de ne jamais violer la loi du libre arbitre. Depuis 2020, on est violé à ce niveau-là, mais de façon incroyable. Incroyable, que ce soit pour le Covid, pour la picouse, pour toutes les règles de confinement, etc., etc. Ils n'ont fait que ça, violer la loi du libre arbitre. Et on se retrouve, et on se retrouve avec toutes les pratiques et les schémas, les patterns nazitaires du monde entier. Enfin, c'est incroyable quand même. Ils ont fait pire que la Seconde Guerre mondiale quand même. Hein. Oh oui. Oui. Vas-y, Julie, vas-y. Oui, je voulais rajouter qu'ils ont usé d'un chantage abject et d'intimidation. C'est vraiment assez impressionnant et d'une division entre nous. C'est une époque, triste époque. Hein. J'ai vu un commentaire passer qui dit, mais finalement, la Deuxième Guerre mondiale n'a jamais cessé. Honnêtement, quand on a vu ce qu'on a traversé, ceux qui n'avaient pas le pass étaient complètement interdits d'accès à tout, mais c'était quand même hallucinant quand on y repense jusqu'où ils ont été. Et n'oubliez pas, nous avions un compteur en temps réel du nombre de morts. Ils sont allés jusque-là, qui était complètement truqué, hein, évidemment, mais pour vous dire le paquet qu'ils ont mis pour vous faire peur, pour que vous y alliez de vous-même, pour avoir votre consentement. C'est terrible, terrible. Quand on y pense, plus jamais ça. Mais en fait, ce n'était pas un consentement, on a extorqué un consentement pour ceux qui l'ont formulé. Et puis, il y a tous ceux qui y sont allés parce qu'ils étaient contraints, parce qu'ils ne pouvaient plus travailler, ils ne gagnaient plus d'argent, ils ne payaient plus les traites de la maison, ils ne nourrissaient plus leur famille. Donc, ça a été une violence inouïe, mais qui violait d'ailleurs des dispositions du Code de la santé publique. Je t'ai envoyé, Rebecca t'a envoyé, Julie, les articles, 1110 alinéa 5 et 1111 alinéa 2 du Code de la santé publique. Je les partage là Oui, tu peux les montrer parce qu'ils sont fondamentaux, parce que c'est le cadre conceptuel et juridique qui définissait en fait ce qu'il était possible de faire dans notre pays ou pas. Et ce sont des articles qui ont été balayés d'un revers de main. Parce qu'une personne, quand on lui propose un traitement à visée préventive ou thérapeutique, elle est censée être informée, encore une fois, de façon à pouvoir formuler un consentement libre et éclairé ou un refus libre et éclairé. Or, on a menti aux gens, donc on les a privés de la possibilité de formuler, encore une fois, un consentement ou un refus, et on a imposé quelque chose. Encore une fois, en violation de ces dispositions-là. C'est le cadre juridique, légal, qui aurait dû nous permettre à ceux qui le souhaitaient de dire non, votre produit, j'en veux pas. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'il n'existe pas autre chose pour me soigner ou pour prévenir les maladies? Et dans ce cas-là, on aurait dit aux gens, si, prenez de la vitamine D, par exemple. C'est scandaleux. Parce que si on avait simplement donné de la vitamine D aux gens, aux personnes en EHPAD, qu'on n'a absolument pas... pour lesquels on n'a pas agi pour prévenir la maladie, ou dans la population générale, si on avait dit prenez du zinc, prenez de la vitamine D, prenez de la vitamine C, parce que c'est une alternative. Il n'y a pas que ce produit-là qu'on se propose de vous injecter, il y a d'autres choses à faire. C'est-à-dire qu'on a transgressé, on a violé ces codes de la santé publique. On a violé la loi, c'est-à-dire des gens ont pris des dispositions extrêmement contraignantes, avec une grande violence et en violation des dispositions du code de la santé publique. C'est très choquant. Et oui, alors tout à fait, mais en plus, ils ont violé une des lois universelles qui est la loi du libre arbitre. C'est quand même la première des lois universelles. Alors évidemment, on ne la connaît pas forcément au niveau humain, mais ils ont violé cette loi du libre arbitre. Ils n'ont pas donné le choix aux gens.
Moi, je me rappelle, j'ai pris le libre choix de dire non. Je me suis pris 50 millions d'amendes, quoi. C'est bon, quoi, tu vois. Non, mais au bout d'un moment, ça va, quoi. Il faut s'arrêter, quoi. Donc, ils ont vraiment, vraiment exactement ce que tu dis, Jean-Philippe. Hein. Ils ont vraiment violé non seulement les lois que tu montres, mais en plus les lois universelles au niveau du libre arbitre. Exactement. Et ça repose un problème. D'ailleurs, c'est bien que Rebecca soit là parce que d'ailleurs, l'une des raisons qui a motivé la création du collectif, puisqu'on a échangé ensemble, bon, bien évidemment, c'était son souhait de défendre son médecin parce qu'elle sait que je prends soin de mes patients depuis un bon nombre d'années et que je réponds toujours présent. Mais le problème qui s'est posé là avec une acuité toute particulière, c'est la liberté de choix thérapeutique. Que ce soit encore une fois des traitements préventifs ou curatifs, l'obligation qu'avaient les médecins et bien évidemment l'obligation qu'avait le législateur qui était censé respecter la loi et la faire respecter, c'est de dire aux gens de leur fournir des informations et de leur dire, voilà, que ce soit en termes de prévention ou en termes de traitement, vous avez différentes possibilités et vous allez, comme tu le dis très justement, Lilou, exercer votre jugement, votre libre arbitre et c'est vous qui allez vous déterminer. Et bien, ce qu'on voit en fait, c'est bien évidemment pendant ces 4 ans, ça a été balayé d'un revers de main, la liberté de choix thérapeutique. Mais ce qu'a vu en fait Rebecca, ce qu'elle a expérimenté, et c'est probablement aussi, ça a été l'un des moteurs de son action, c'est qu'en fait, et ce serait intéressant Rebecca que tu expliques ce que toi tu as vécu il y a 20 ans et comment effectivement cette liberté de choix thérapeutique, elle n'existe pas plus aujourd'hui qu'elle n'existait il y a 20 ans et la violence que subissent ceux qui veulent exercer souverainement ce droit fondamental qui est de décider ce qu'on fait à mon corps. C'est moi qui suis souverain. Toi, Julie, toi, Lilou, toi, Rebecca, vous devez être souveraine. C'est vous qui devez décider. Et bien évidemment, ça a été balayé d'un revers de main. Et c'est intéressant, Rebecca, pour éclairer, en fait, pour voir qu'en 20 ans, rien n'a changé. Ce que toi, tu as vécu malheureusement dans ton parcours pour aider Terry. Je pense que ça va être édifiant. Oui, en fait, mon parcours personnel, effectivement, joue aujourd'hui dans mon action auprès du docteur Labresse. Et en fait, pour le bien commun. Parce qu'en fait, il y a 20 ans de ça, justement, j'avais un petit garçon donc, qui s'appelait Terry, qui a développé un cancer à l'âge de 3 ans au niveau du rachis cervical. Et il avait une tumeur très prédominante et qui, en plus, empêchait les fonctions vitales de fonctionner. Donc. Et donc, habitant dans les Bouches-du-Rhône, on est allé dans un CHU marseillais très réputé chez nous. Et là, on découvre donc qu'il a ce cancer. Il a fallu d'ailleurs que je me batte pour avoir les images, une IRM, hein, tout simplement. Parce qu'on me faisait passer pour une maman qui s'inquiétait pour rien. Mais bon, je voyais bien que c'était très grave ce qu'il avait et ça n'a pas loupé. C'était une sacrée tumeur. Et donc, de là, on finit par l'opérer. Et suite à cette opération, la tumeur qui a été grattée, c'est-à-dire on n'a pas pu faire un exérèse total, donc donner un maximum de chances de survie, parce que c'était dans la moelle épinière, donc un endroit tellement petit, critique et qui touchait toutes les fonctions vitales que c'était pas évident. Donc là-dessus, je peux pas leur jeter la pierre parce que c'était un endroit pas évident. Mais le fait que ce soit gratté, ça diffuse des cellules cancéreuses de partout. Et donc, ce qui se passe, c'est que entre le moment des premiers soins, on va dire, et l'opération, les cellules cancéreuses se diffusent, etc. Et là, 10 jours plus tard, on a le médecin qui rentre, l'oncologue qui rentre dans la chambre de notre fils Terry, donc qui était un enfant très, très précoce, qui parlait extrêmement bien, avec beaucoup de vocabulaire, il savait décrire ses symptômes, etc. Donc, Terry était là, le médecin arrive et il nous dit, vous savez, plus c'est long pour avoir les résultats, plus c'est grave. Donc, nous, on avait déjà attendu 10 jours. Donc, déjà, ça nous disait que c'était grave. Et là, il nous dit, comme ça, clairement, hein, là, dans ces mots-ci, il nous dit, écoutez, ce qu'a votre fils, c'est très grave, on ne peut rien faire pour lui, donc vous pouvez rentrer chez vous, le regarder mourir. Alors là, on a le ciel qui nous tombe sur la tête, et c'est surtout que Terry, il a tout compris. Là, il me regarde, mon fils, et il me dit, maman, c'est vrai ce qu'il dit le docteur? Je vais mourir? 3 ans. Je lui dis, mais non. Heureusement, j'ai eu de la ressource. J'ai dit, mais non, tu vois pas qu'il dit des bêtises? Je dis, c'est un clown. Regarde, il a une blouse blanche, il est déguisé en docteur, mais c'est pas un vrai docteur. J'ai dit, tu vois, il fait des blagues. Bon, elles sont pas marrantes, ces blagues, mais c'est des blagues. Donc, tu n'écoutes pas ce qu'il dit parce qu'il dit des bêtises, quoi. Et donc là, Terry, il me regarde et il me dit, il me fait confiance, quoi. Il me dit, bon, alors si maman elle dit ça, c'est que ça va aller et tout. J'ai dit, oui, n'écoute pas ce qu'il dit. Et le docteur, je l'ai neutralisé avec mes yeux, l'air de dire, maintenant, tu fermes ta bouche et tu n'en dis pas une de plus parce que là, tu as fait une faute professionnelle d'ailleurs. Hein.
en passant. Et donc, de là, ben voilà, on se retrouve avec notre enfant et son grave cancer qui se diffuse à vue d'œil, quoi. Et enfin, j'ai envie de dire vraiment à vue d'œil pour le coup. Et là, moi, j'accepte pas ce diagnostic. Je fais des recherches. Et là, je trouve un médecin à New York qui fait des traitements individualisés du cancer de l'enfant. Ça veut dire un traitement sur mesure avec des chimiothérapies qui avaient été déjà utilisées depuis plus de 70 ans, etc. Et là, ce qui se passe, c'est que j'écris à ce médecin qui parle en anglais, je ne sais pas le faire, j'appelle une copine. Et là, on écrit et ce monsieur me répond que je n'ai pas besoin d'aller à New York puisqu'en France, à Paris, il y a un médecin qui fait comme lui, qui s'appelle Dr Nicole Delépine. Donc là, me voilà partie pour aller chez le docteur Delépine. Là, entre-temps, l'hôpital marseillais sait que je vais aller auprès du docteur Delépine. Et là, on me dit, le médecin me dit, je suis désolée, mais là, ce que vous faites, c'est pas bon. Vous allez voir une oncologue pédiatre là, qui fait vraiment, qui met de la poudre de perlimpinpin. Et donc, j'ai dit, mais vous plaisantez ou quoi? J'ai dit, c'est des chimiothérapies. J'ai dit, elle est oncologue pédiatre, il n'y a pas de problème et tout. Et non, mais c'est pas possible. Et donc, il voyait que je persistais et que j'allais y aller parce que justement, j'exerçais ma liberté de choix thérapeutique. Et même, ça va plus loin que ça. C'était la seule chance de survie de mon fils, quoi. Donc là, on commençait à me faire comprendre que j'allais pas pouvoir atteindre la peut-être infime seule chance de survie qu'il pouvait avoir, quoi. Et donc là, le médecin me dit, comme il voit que je suis déterminée, il me dit, écoutez, si vous persévérez dans cette voie-là, eh bien alors on va vous retirer la garde de votre enfant. Pardon? Wow. Je ne voyais pas le rapport entre la maladie, le fait qu'on m'enlève mon enfant. Je voyais pas. Là, on avait un compteur aux fesses, nous, pour le sauver. Et l'autre, il me parle qu'il veut m'enlever la garde de mon enfant. Et vous savez la raison en plus? Il me dit pour manquement de soins. On va vous retirer votre enfant pour manquement de soins en sachant qu'eux, ils me l'ont abandonné. Enfin, voilà quoi. Donc, c'est le monde à l'envers et c'est du grand n'importe quoi. Et donc là, je le regarde, le médecin, et je lui dis, ah ouais, je dis, eh ben, essayez voir, essayez de me le retirer. Et donc là, je suis partie, j'ai réussi à avoir les lames de la tumeur de l'hôpital, j'ai réussi à avoir le dossier médical. Je vais voir Nicole Delépine qui étudie tout ça et qui me dit, effectivement, ce qu'a Terry, c'est très grave. Je ne vous promets pas de le sauver, mais je vous promets de tout faire pour tenter de le sauver. Ben, franchement, même s'il y a une petite chance, elle me donne de l'espoir. On était de suite dans la niaque, dans la combativité. Terry, il était à fond. Voilà, on allait gagner le bobo, comme il disait, quoi. Et là, donc, elle est OK pour le prendre en soin. Et là, enfin, encore un truc qui me tombe sur la tête, un truc de fou. Je souris, mais c'est grave. J'arrive au service des admissions et là, on me dit mais non, on ne peut pas l'admettre, il n'a que 3 ans. J'ai dit, attendez, j'ai pas compris. J'ai dit, pardon. Ils me disent donc, la dame des admissions, on ne peut pas le prendre parce qu'il n'a que 3 ans. J'ai dit, mais attendez, c'est un service d'oncologie pédiatrique, c'est une pédiatre oncologue. J'ai dit, pourquoi on ne peut pas le prendre? Parce qu'il n'a que 3 ans. J'ai dit, mais ce n'est pas une réponse. Oui, mais c'est comme ça et c'est comme ça. Alors moi, je me retrouve avec mon enfant, donc avec ce cancer qui se diffuse toutes les secondes. Et là, on m'oppose un refus. Et donc là, moi, je ne comprends pas et je cours dans tout l'hôpital et je finis par trouver la porte du directeur. Et là, je m'oppose encore à un non. Bon, il se comporte, c'est du grand n'importe quoi. Je n'accepte pas ce qui se passe. Je vous passe un peu les détails parce que c'est très long, mais très sordide d'ailleurs. Et donc là, je remonte dans le bureau du docteur Delépine et je lui annonce la très mauvaise nouvelle que Terry n'est pas admis pour être hospitalisé. Elle, malheureusement, elle était déjà au courant que ça pouvait m'arriver puisqu'elle avait déjà eu plusieurs enfants qui avaient été refusés, des jeunes enfants, dont une que j'ai fait connaissance, mais je vous expliquerai après. Donc là, moi, je n'acceptais pas cette histoire. Et là, je demande à Nicole Delépine de me prêter son ordinateur. J'écris un mail à l'émission de Julien Courbet qui s'appelle Sans aucun doute. Ça, c'était en 2004, ce que je vous raconte. Et donc, par le biais de son émission, on a réussi à obtenir une hospitalisation exceptionnelle de Terry dans le service de Nicole Delépine. Alors, je ne sais pas si vous réalisez qu'il faut passer à la télé pour que votre enfant ait des soins sur mesure, des soins adaptés à sa maladie. Donc, les soins sur mesure, ça veut dire quoi? C'est qu'on met un enfant, on traite un enfant, on est à son chevet et on regarde ses réactions au moment où on met les chimios, on réadapte si ça ne va pas ou si ça n'agit pas.
Enfin, on fait des bilans sanguins constamment, on vérifie. Et si ça ne va pas, on réajuste. Ça, c'est un traitement sur mesure. Et en fait, c'est là que moi, j'apprends que dans l'oncologie pédiatrique, il y a un gros scandale de santé publique. C'est qu'en fait, voilà, il y a un gros scandale de santé publique qui est qu'en fait, il y a plus d'une trentaine de CHU en France. Et ces CHU font tous des protocoles randomisés en double aveugle. Alors ça veut dire que c'est des traitements donc, que l'on fait, où on insère les enfants dans des essais thérapeutiques ou alors on leur donne un placebo. Alors il faut savoir que tout ceci est fait à l'insu des parents. On ne comprend pas, nous. Nous, on a le ciel qui nous tombe sur la tête. On remet notre enfant sur un plateau à ces blouses blanches auxquelles on fait confiance. Et là, ils font ce qu'ils veulent. Et vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Votre enfant, il a un traitement. Ou il n'en a pas, vous ne savez pas. Mais voilà. Et donc, moi, j'avais capté tout ceci et je n'étais pas d'accord avec ça. C'était bien pour ça que je voulais un traitement sur mesure. Et donc, juste pour dire, pour info, il y a un livre qui explique très bien ce que je vous dis là, qui s'appelle, attendez, je ne sais pas le mettre, Enfants cobayes, des journalistes qui s'appellent Pierre Lacombe et Loïc Dufour, qui expliquent vraiment ce que je suis en train de vous raconter. Ils ont mené une enquête, un journaliste de France 3 et un journaliste indépendant qui ont mené l'enquête et qui décrivent tout ce que je suis en train de vous dire là. Moi, c'est du vécu et eux, c'est une enquête. Donc, voilà. Et là, donc, on se retrouve donc avec Thierry à l'hôpital. Et là, je découvre qu'il y a une petite fille que Nicole Delépine traitait sur le trottoir, façon de parler, c'est-à-dire avec une chimiothérapie orale, puisqu'elle avait que 4 ans et demi, mais ça faisait déjà 1 an et demi qu'elle l'a traitée. Comme ils n'ont pas pu l'hospitaliser, elle n'a pas pu avoir des chimios en intraveineuse. Et moi, je n'ai pas compris ce qui se passait là, parce que je me disais, tiens, cette petite, elle ne passe pas à la télé, elle a le droit de mourir sur le trottoir. Mon fils, il passe à la télé, il a le droit d'avoir un traitement sur mesure. Ça m'a fortement heurtée, dérangée, c'était pas juste. Et donc là, je me suis battue pour que cette petite puisse avoir des soins corrects et que Nicole Delépine savait très bien faire. Et là, donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis repassée par le ministère de la Santé, je leur ai demandé de l'hospitaliser, on m'a dit non, c'est pas possible. Là, je dis comment c'est pas possible, il faut passer à la télé pour avoir des traitements top, sur mesure. Et là, on m'a dit, mais non, mais vous avez le don de résumer les choses un peu particulièrement. J'ai dit oui, particulièrement factuelles. Voilà. Donc là, j'ai insisté, on m'a dit non. Et j'ai dit, bon, bah, écoutez, c'est ce qu'on fait. La semaine prochaine, vous mettez devant la télé, on recommence. Et la petite, on va la mettre à la télé et elle aura les soins. Non, non, mais calmez-vous, on va voir, je reviens vers vous. Une demi-heure après, on m'appelle et on me dit que la petite, elle est hospitalisée. À savoir qu'aujourd'hui, cette petite va très bien, qu'elle a 25 ans, c'est une jeune femme, tout va bien pour elle. Donc, Nicole Delépine et son mari Gérard Delépine ont fait du très, très bon travail. Enfin, vraiment, c'est vraiment un couple exceptionnel, très, très, très humain, très compétent, très investi, très courageux, hein, parce qu'ils ont lutté toute leur carrière pour pouvoir faire en sorte que ce service existe. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivée dans ce service, elle avait écrit un livre juste auparavant. Donc, je vous le montre aussi parce que c'est important. Il s'appelle 9 petits lits au fond du couloir, donc de Nicole Delépine. Parce qu'à ce moment-là, elle avait 9 petits lits au fond d'un couloir d'un service vétuste. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que l'été arrivant, ils ont voulu fermer des lits de 9, ils voulaient passer à 5. Ils ont voulu retirer 5 lits. Et moi, là, encore une fois, je n'ai pas accepté. Je suis retournée voir la direction. Et là, on m'a dit, mais non, mais c'est comme ça et c'est pas autrement, prétextant qu'il n'y avait pas assez de personnel infirmier, etc. Et tout. Et là, le directeur, quand il m'a dit, c'est comme ça et pas autrement, ben, je l'ai regardé, je lui ai dit, ben, ça ne sera pas comme ça sera autrement. Et donc, de là, je suis sortie et j'ai créé une association au nom de mon fils. J'ai lancé une pétition. Donc là, vous voyez le lien avec ce qui se passe aujourd'hui. On a lancé un collectif, on a lancé une pétition. Et donc, parce qu'en fait, ce que je faisais, moi, c'était me battre pour la liberté de choix thérapeutique. En fait, ce qui nous faisait, c'est qu'en nous enlevant Nicole Delépine, on nous enlevait une alternative thérapeutique, la seule et l'unique, c'est-à-dire un traitement individualisé. Parce que des autres côtés, j'avais que les protocoles randomisés en double aveugle. Donc, du coup, ils m'ôtaient la possibilité de faire un choix thérapeutique. Exactement. Fait, comme je vous dis, ils nous ont enlevé aussi le fait d'avoir un consentement libre et éclairé, puisque c'était fait à notre insu, on ne comprenait rien. Donc, c'était vachement grave. Et moi, ça, c'est un sujet qui me tient aux tripes. Pardon. On ne t'entend pas. Sans oublier que le premier médecin t'a dit non, il n'a aucune chance, c'est bon, quoi, il n'y a aucun traitement, etc. Sans oublier ça. Il ne faut pas oublier quand même cette histoire où ils t'ont renvoyé dans ton foyer, quoi. 3 secondes. Hein. Ils ont abandonné. Hallucinant. Et devant l'enfant, ce diagnostic. Devant l'enfant. Aucun tact.
Ouais, ben, ça C'est très s'appelle. grave, hein. Quelle violence, quelle C'est violence. d'une violence inouïe. Et c'est connu et ça s'appelle un conflit de diagnostic. Parce que quand tu te prends un Ouais, c'est conflit de clair. diagnostic dans la tête, eh ben, ça crée aussi quelque chose dans ta réalité, forcément. Forcément. Moi, ça ne m'a pas créé parce que j'étais Ouais, pas j'ai vu. d'accord. Parce que Et tu as bien répondu à ton enfant pleine de ressources comme tu es. Mais vas-y, continue ton histoire. Je voulais juste remettre quand même quelque chose au carré par rapport à eux qui avaient abandonné toutes sortes de traitements, quels qu'ils soient. Je veux dire, voilà. Donc, voilà. Vas-y, continue ton témoignage. C'est passionnant, Rebecca. Vas-y. Mais quelque part, c'est quand même assassin de faire ça aussi, de pouvoir monter une seule chance de survie s'il il en avait une, quoi. Je veux dire, qui ils sont pour décider de la mort de mon enfant? Qui ils sont? Qui ils sont? Ils sont rien. Ils sont rien par rapport à la vie de mon enfant. C'est pas à eux de décider de son moment de décès ou pas. Voilà, c'est pas normal. Donc, ce qui s'est passé là, donc, c'est que j'ai créé cette sauce, j'ai lancé cette pétition. En 1 mois et 10 jours, on a récolté 40 000 signatures grâce à ma famille, à mes amis, enfin, à tous les gens qui avaient découvert cette émission et qui avaient craqué sous la bouille et l'aura de mon petit Terry d'amour. Et donc, voilà, ça a mobilisé la France entière. Et grâce à cette pétition, je suis allée voir le ministre de l'époque, qui était Philippe Douste-Blazy, et qui avait donc signé cette dérogation exceptionnelle pour l'hospitalisation de Terry. Et là, je suis allée voir le ministre de la Santé. Bon, je vous passerai les détails de mon arrivée au ministère de la Santé avec ma valise de Linda de Souza et mes 40 000 Français dans la valise. J'ai réussi en forçant le truc en bas quand j'ai sonné pour avoir le rendez-vous avec le ministre. On m'a rionné, on m'a dit mais qui elle est celle-là? Elle se prend pour qui de venir avec sa valise et demander rendez-vous avec le ministre? Et ben, j'ai insisté, j'ai expliqué que si le ministre de la Santé, non seulement il était responsable des soins qui se passaient en France, dans les CHU et partout, et que s'il ne faisait rien, il était coupable. Parce qu'à partir du moment où on note une chance de survie à un enfant, ben, tu es coupable. Coupable de doter une chance, c'est égal coupable de vie ou de mort, et notamment de mort. Donc, on peut même aller jusqu'à le fait que ça pourrait être un meurtrier s'il ne faisait rien. Donc là, moi, ce que je faisais, c'était non seulement défendre la vie des enfants atteints de cancer, défendre la liberté de choix thérapeutique, défendre le consentement libre et éclairé, et même, j'ai envie de vous dire, je défendais le ministre. Parce qu'en fait, je le mettais devant ses responsabilités et je lui faisais comprendre que s'il faisait rien, on pouvait nous l'attaquer au pénal et plus encore s'il faut pour lui mettre le doigt dessus, il fuyait ses responsabilités. Donc en fait, le ministre devait me dire merci là. Et donc, bon, c'est pas ce qu'il m'a dit quand je suis arrivée. Il était vraiment un peu furax, parce que je lui ai parlé, comme je viens de vous le dire, et droit dans les yeux. Et quand je lui ai donné la pétition, j'ai bien vu qu'il a bloqué sur une colonne qui était la colonne des villes. Et en fait, la colonne des villes, c'était que j'ai bien compris, et d'ailleurs, je lui ai dit, ah, mais vous faites quoi là, monsieur le ministre? Il me dit, je regarde la pétition, madame Oriot. J'ai dit, mais attendez, non, mais je vois bien que vous bloquez sur la colonne des villes. Je dis, donc, j'ai bien saisi. Si vous percevez, vous croyez que c'est que les gens de ma petite ville, vous allez pouvoir étouffer la chose, eh ben, vous vous trompez, parce qu'en fait, c'est toute la France qui a signé. J'en avais de la Bretagne, de Paris, de la Corse, de l'Île-de-France, j'avais des Bouches-du-Rhône, de la Savoie, enfin, il y avait des signatures de partout. Donc, j'ai bien expliqué au ministre de la Santé que c'était toute la nation entière qui était au courant du scandale de santé publique qui se jouait dans l'oncologie pédiatrique. Et que justement, Nicole Delépine et son équipe médicale extrêmement compétente, eh ben, c'était la seule alternative qu'on pouvait avoir dans le cancer de l'enfant. Et en fait, Nicole Delépine sauvait énormément d'enfants en sachant qu'elle ne les avait pas en première ou en deuxième main. C'est-à-dire, l'enfant avait été déjà très éprouvé par ses essais thérapeutiques ou par des manquements de soins. Justement, c'est eux qu'on devrait attaquer et leur retirer nos enfants, parce que franchement, quand ils font ça, c'est grave, quoi. Et donc là, le ministre, je lui ai expliqué tout ça, j'ai fait comprendre que ça allait pas le faire, quoi, et que ce scandale allait péter parce que c'était scandaleux et que c'était inadmissible. Et de là, de fil en aiguille, il m'a entendu, il m'a écouté, et on a obtenu, je la fais un peu plus courte, un service d'oncologie pédiatrique tout refait à neuf pour Nicole Delépine. Donc, on est passé de 5 à 9 lits, donc à 20 lits à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Donc, avec tout le personnel soignant nécessaire, avec toutes les pompes à chimio nécessaires, parce qu'il faut savoir qu'elle travaillait avec du matériel quand même d'après-guerre à l'hôpital Avicenne, à Bobigny. Et donc, on a tout eu, on a fait tous les travaux, on a suivi le chantier, on a fait des comités de suivi pour avoir le protocole d'accord, qui donc a été signé à l'époque le 19 octobre 2004. Et donc, sous les caméras de TF1 à l'époque, puisque c'est comme ça, c'était bien gravé dans le marbre, parce que des fois, le ministère promet des choses et après, ils reviennent
sur leurs décisions, ce qui était déjà arrivé justement à Nicole de Lépine et à des associations qui étaient là avant moi, qui avaient déjà mené le combat, mais qui n'avaient pas abouti malheureusement. Et ben nous, on est arrivé à un moment où ça a été plus loin, et avec beaucoup de niaque et de foi et d'énergie et de conviction et de détermination, et ben on a réussi à obtenir ça grâce à tout le monde. Donc grâce à toutes ces personnes qui se sont investies dans l'association, à mes côtés, enfin vraiment à toutes ces belles âmes qui se sont investies, qui ont compris l'importance de la chose, quoi. Donc de là, ce qui s'est passé, c'est que le 19 octobre 2004, on signe ce protocole d'accord. Ça en est suivi 1 an ou 2 ans de travaux. Et Nicole de Lépine a ensuite intégré ce service. Juste pour vous dire que moi, j'ai perdu mon enfant juste 2 semaines avant le protocole d'accord. Donc, écoutez, on l'a signé en sa mémoire. Et son passage sur Terre n'est pas vain, puisque grâce à lui et au travers de moi, on a pu aider de nombreux enfants à aller vers des médecins d'exception. Et ce qui est dramatique aussi, par la suite de l'histoire, c'est que Nicole de Lépine, pendant 10 ans, elle a œuvré avec son mari, Gérard de Lépine, qui est oncologue aussi et chirurgien orthopédique. Ils ont œuvré pendant 10 ans, ils ont sauvé beaucoup d'enfants. Et, ce qu'il y a de dramatique, c'est que moi, personnellement, je me suis arrêtée de combattre en 2007, c'est-à-dire, sans le faire exprès, le même temps de vie que Terry, l'association a duré, parce que j'avais obtenu ce service, c'était ma mission, et après, j'ai repris ma vie personnelle, parce que c'était vraiment un combat, je vous le dis, H24. Un peu comme celui que je mène aujourd'hui, parce que voilà, quand on veut quelque chose, il faut y mettre du temps, de l'énergie, de la foi, la niaque. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que 10 ans plus tard, ils ont profité du départ de retraite de Nicole de Lépine pour fermer ce service. Et ça, c'était un énorme scandale. Et là, ils ont réussi à ôter justement à nouveau une liberté de choix thérapeutique. Et moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que voilà, je reviens. Oui, merci pour le bisou volant de Terry. Il est là, de toute façon, il est là avec nous, il veille sur nous tous et il est dans notre cœur et il est là. Et donc, attendez, ça m'a touché ce message. Et donc là, ce qui se passe, c'est que bis repetita, je ne comprends pas, 20 ans plus tard, j'ai un médecin hyper compétent, hyper bienveillant. Il faut le voir à l'œuvre, hein, franchement, auprès de tous ces patients. Moi, je n'ai jamais vu un cabinet médical où il y a autant d'amour entre les patients, autant de communication, que des belles âmes éveillées. Et du coup, moi, j'ai passé mon été avec ces patients dans cette salle d'attente afin de les mobiliser, leur faire comprendre que justement, nous sommes tous des êtres souverains et divins et que nous avons une toute puissance en nous et chacun d'entre nous. Et je leur expliquais un après l'autre. Je leur expliquais que voilà, on était tous hyper puissants, mais si on s'unissait, on obtenait tout ce qu'on voulait. Et donc, durant cet été, j'ai fait des connaissances, mais vraiment, d'ailleurs, s'il y en a qui écoutent là ce soir, je les embrasse tous et toutes parce qu'ils sont tous dans mon cœur, parce que franchement, que des belles âmes, quoi. Et j'ai dit au docteur Labrèche, j'ai dit, comment c'est possible que vous ayez que des patients aussi exceptionnels, quoi. En fait, si j'ai la réponse, c'est parce qu'en fait, ils sont à son image. C'est vraiment des gens qui sont dans la bienveillance. On passe des heures, vous savez, dans la salle d'attente parce qu'il prend le temps, le docteur. Il prend le temps d'écouter le patient de A à Z et il lit entre les lignes, il entend entre les mots, il pousse ses diagnostics et justement, nous, on râle pas dans la salle d'attente. On crée des liens. Comme vous, ça fait une famille, quoi, parce que voilà, on sait que quand c'est nous qu'on est dans le cabinet, on aime bien qu'il prenne le temps pour nous, donc du coup, on râle pas, quoi. Et donc, ce qui se passe, c'est que voilà, j'ai un médecin qui est super et là, on veut me l'enlever. Donc, je revis la même chose qu'il y a 20 ans. Et donc là, c'est pas possible. Et donc, j'accepte pas ce qui se passe. Je vois au travers des patients qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de lui parce qu'ils ont des pathologies très, très lourdes. Et lui, il les accompagne dans leur traitement. Et justement, il fait beaucoup de bien. Et ces gens ont une très grande confiance en lui. Et donc, moi, ça me fait mal de voir ces gens déjà meurtris par leur maladie. Excusez-moi, je suis vivante, hein, voilà, je suis humaine. Les émotions, ouais, c'est normal, Rebecca. Rebecca, mais oui, c'est bienvenu, c'est bienvenu. Je fais tout ça. Voilà. Nous sommes émus aussi, hein, je te rassure. Ouais. Et donc, les gens, voilà, ça me touche. Et donc, j'accepte pas ce qui se passe et je me dis, je vais créer un collectif. J'appelle le docteur Labrèche pour l'informer que je vais créer un collectif. Il me dit, oh, quand même, c'est quand même lourd et tout. Donc, je voyais qu'il était un peu dérangé sur le fait que je crée un collectif parce qu'il se débrouille assez tout seul. Il n'aime pas déranger, machin. Mais comme je lui ai dit, il m'a rien demandé.
Et en fait, vu qu'il était un peu, il n'aime pas demander de l'aide, quoi, voilà. Et ben j'ai dit, bon, ben, voilà, très. Alors, du coup, on recommence la conversation. J'ai dit, non, mais en fait, je vous informe que je vais créer un collectif. Je ne vous demande pas, je vous informe. Donc là, ça change la donne. Il me dit, ah, bon, si c'est comme ça. Et donc, du coup, on a créé un collectif avec une autre patiente qui s'appelle Aurore, que j'embrasse d'ailleurs. Très, très fort parce qu'elle est exceptionnelle aussi. C'est une vraie guerrière de lumière également. Et donc, voilà. Et donc, on a lancé une pétition que nous partageons encore aujourd'hui. Nous avions l'intention d'aller la déposer le 1er octobre prochain. Malheureusement, il y a des grèves annoncées, donc on annule le dépôt au Conseil d'État de cette pétition. Mais c'est pas grave, c'est reporté. On va regarder le verre à moitié plein, c'est-à-dire que le temps que semblerait qu'on va perdre, mais en fait, on va le gagner parce qu'on va obtenir des signatures supplémentaires. Donc, on aura plus de poids. Donc, vous voyez, on prend les éléments dans le bon sens et ça va le faire. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette pétition, elle a pour objectif de faire comprendre au Conseil d'État qui doit statuer par rapport à la suspension totalement arbitraire, inique, scandaleuse du docteur Labrèze. Parce que comment on peut reprocher à un docteur de vouloir sauver des vies? Je comprends, là, ça m'échappe. Enfin, plutôt, ça ne m'échappe pas, on a tous bien compris l'objectif. Oui. Et moi, ce que je veux dire là par là aussi, c'est que le Conseil de l'Ordre aura des comptes à rendre sur ce qu'il est en train de faire là, parce que finalement, il laisse 2500 patients en errance médicale totale. Donc, en sachant que c'est très, très grave. Le Conseil de l'Ordre des médecins, normalement, il a un engagement. Son engagement, c'est être au service des médecins pour le bien des patients, en fait. Et là, il a totalement manqué à son engagement. Il a failli à son engagement. Et là, il devra rendre des comptes. Et il rendra des comptes. Hein. Moi, j'en suis persuadée, je le sais, c'est déjà dans la matière. Hein, de toute façon, c'est là. Et donc, ça va le faire. Donc, l'objectif de cette pétition, c'est de faire comprendre au Conseil d'État que déjà, le docteur Labrèze, il n'est pas tout seul. Toute la France est au courant parce que c'est une pétition nationale. Hein. On a des gens qui ont signé toute la France. Donc, pardon. Ce serait bien que tu nous donnes le lien de la pétition parce qu'il y en a qui veulent la signer, là, du coup. Oui, et je le donne comment? À l'oral, là? Dans le chat privé, et on va le copier-coller. Envoie-le-nous dans le chat privé à ta droite. À ma droite, il y a un chat privé, je ne le vois pas. Je le mets, Rebecca, je le mets. Ah ben, génial, merci Jean-Philippe. Voilà, alors finis ton histoire. Après, il y avait Jean-Philippe qui voulait parler aussi. Oui. On lui laissera la parole. Voilà, pour finir, l'objectif, c'est de vraiment faire pression, montrer qu'on est nombreux, qu'on est au courant et que de toute façon, nous, notre objectif en tant que patient et le message que moi, je tiens vraiment à faire passer ici dans cette émission, c'est qu'en fait, on ne doit pas gémir dans notre coin sur ce qu'on vit aujourd'hui. On doit devenir acteur et proactif de notre santé. C'est à nous de la prendre en main. C'est à nous d'agir et pas de gémir. C'est agir. Et en fait, si chacun d'entre nous se met en marche et se mobilise et comprend sa pleine puissance, moi, je vois rien que… Moi, quand je raconte l'histoire de Terry, c'est en fait, je veux faire la démonstration par la preuve qu'une seule personne, elle peut engendrer des belles choses derrière, en partant d'une et en mobilisant les autres. Bien sûr, pas seule, mais en mobilisant les autres. Et là, moi, quand je raconte cette histoire, c'est pour faire la preuve que ça fonctionne. Parce que là, dans cette salle d'attente, on m'a souvent dit « Oh, mais Rebecca, tu ne te rends pas compte qui on a contre nous ?» Moi, je me battais déjà contre les labos pharmaceutiques, puisque justement, je dénonçais les essais thérapeutiques. Donc, on me disait « Oh, mais c'est trop grand. » Je dis « Mais non, c'est pas trop grand. » Je dis « Non, là, déjà, tu limites les choses quand tu parles comme ça. Et on perd que les combats qu'on mène pas. » Donc, je leur dis « Non, c'est pas une montagne. Et puis, si on ne peut pas la déplacer, on va passer par-dessus, comme moi, j'ai fait à l'époque. » Donc, là, les gens étaient super motivés. On a créé vraiment un collectif de folie. Tout le monde s'investit. Je les remercie tous d'ailleurs. Et voilà, je passe la parole au docteur. Et merci à tous. Et merci à vous deux de nous accueillir vraiment. Et merci, docteur, d'être comme vous êtes aussi. Et voilà. En fait, le monde est bon, hein, si on le regarde du bon côté aussi. Hein, parce que là, ça nous pousse chacun dans nos derniers retranchements. Et voilà. Et je veux dire, on a une force en nous incroyable. Je veux dire, il faut être positif, quoi. Il faut vibrer haut. Et comme on est créateur de nos vies, il faut déjà voir la gagne. Moi, je la ressens déjà, la gagne. Je sais que le docteur Labrèze, là, il a 6 mois de suspension, mais ils vont être raccourcis. C'est le but. C'est de raccourcir. Quelle force de la nature, quel exemple, Rebecca. Et vraiment, merci du fond du cœur pour cette
cette énergie, cet entrain, ce positivisme, cet optimisme, c'est ce cœur, cette humanité que tu as en toi. Mais waouh! Là, c'est quel exemple? Là, tu nous en mets plein la vue. Hein. Merci. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vous dis que je le ressens. Hein. Ça va le faire. Hein. Donc, les gens, bougez-vous, mobilisez-vous. Franchement, vous êtes tous hyper puissants, quoi. Prenez-en conscience. C'est ça. En fait, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est tout part de la conscience, quoi. La conscience de notre puissance et souveraineté. Bravo. Voilà. J'ai mis la pétition dans les commentaires, les amis. Vous l'avez, hein. N'hésitez pas. Super. On l'a mise aussi dans Telegram. Je vous l'ai mise aussi dans Telegram, les amis. Merci Rebecca, évidemment. Et ça rejoint complètement ce que tu connais de moi. Donc, c'est juste magnifique. Exactement. Bravo de l'incarner. Dans cette émission, on est tous sur le même la même longueur d'onde. Il y a le même tempo, la même fréquence, tout. Ça vibre au là. Que du bonheur. Vas-y Jean-Philippe, vas-y. Julie et Lilou, merci beaucoup. En fait, déjà, vos auditeurs vous ont, vous toutes les deux, tous les soirs depuis de nombreuses années. Et il y a cette énergie que je perçois et que j'ai déjà perçue en regardant quelquefois vos émissions. Mais là, vous donnez la chance à vos auditeurs d'écouter Rebecca et je peux vous dire que c'est quelque chose parce que pendant 3 mois, elle a été dans mon cabinet à animer mes salles d'attente. Et quand je voyais les patients après, ils me disaient « Waouh, docteur Labresse, mais qui c'est une fée que vous avez là dans la salle d'attente, c'est magique. Elle a une énergie débordante et extrêmement communicative. Elle ranimait tout le monde. En fait, c'était un générateur d'énergie, en fait. Rebecca, c'est un générateur d'énergie. C'est parce que je suis branchée direct à la source, c'est pas compliqué. Hein. Voilà, elle est branchée à la source, c'est vrai. Il est là le secret, mais c'est ça. Je suis reliée à Terry, alors la source et Terry… C'est clair. C'est vrai, elle est branchée à la source et c'est inépuisable. C'est vraiment inépuisable. C'est assez spectaculaire, c'est inépuisable. Et ce qu'elle n'a pas dit tout à l'heure, parce qu'elle dit, effectivement, malheureusement, il est arrivé ce dont elle a parlé au sujet de Terry. Et Terry, le petit prince est devenu Terry, le petit ange. Mais elle parlait de la mise pour laquelle elle a fait pression pour qu'elle soit hospitalisée et soignée. Et elle me montrait une photo de la puce qui maintenant a 25 ans, qui est une superbe jeune femme, qui ne serait peut-être pas là si Rebecca n'avait pas bataillé pour elle et fait en sorte qu'elle soit admise dans le service du docteur Delépine et soignée correctement. Et en fait, combien d'enfants, malheureusement, n'ont pas eu la chance d'être pris en charge par les Delépine et sont morts. Et ça nous amène à élargir le débat parce que dans l'un des concepts qu'on aborde ici ce soir et qui est fondamental, c'est la liberté de choix thérapeutique. Mais qui dit liberté de choix thérapeutique dit encore faut-il qu'il y ait un choix et un choix dont on va être informé. Et je vais vous dire quelque chose que peu de gens connaissent. Et s'il y a des médecins qui nous écoutent, je pense qu'eux aussi ne connaissent pas le médecin dont je vais parler, le docteur Gernez. Je vous invite à taper docteur André Gernez et vous verrez que ça a été le plus jeune baccalauréat, titulaire du baccalauréat en France puisqu'il a eu son baccalauréat à 14 ans et il était docteur en médecine à 21 ans. Il a développé ce qu'on appelle la théorie unifiée du cancer. Et il avait développé un protocole, lui, qu'on faisait une fois pendant quelques semaines, 3-4 semaines tous les ans, et qui permettait de détruire les cellules tumorales alors que le cancer était au stade embryonnaire. Et comme le disait Gernez très justement, il vaut mieux écraser un gland qu'écraser un chêne. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais quand on a un cancer au stade où il est diagnostiqué, c'est-à-dire à peu près 1 mm3 et 1 milliard de cellules, il a fallu… Alors, si c'est un cancer du sein, 8 ans, si c'est un cancer du poumon, 10 ans, si c'est un cancer du côlon, 12 ans, pour qu'il arrive à ce stade où il est diagnostiqué. Et Gernez avait développé un protocole, donc le protocole Gernez. Donc, encore une fois, ça reposait sur un régime alimentaire et puis on prenait un produit qui s'appelle la colchicine qu'on donne pour traiter les crises de goutte, donc un produit très bien toléré, et un produit qui s'appelle l'hydrate de chlorate. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est un produit, c'est un calmant qu'on donnait aux patients hospitalisés dans les hospices et des médecins avaient, de façon extrêmement clairvoyante, vu que les patients qui recevaient ce traitement n'avaient pas de cancer. Pourquoi ? Parce que ça agissait aussi comme chimiothérapie douce et ça éradiquait les cancers. Donc, Gernez avait développé ce protocole. Ça a été validé au plus haut niveau par l'Académie nationale de médecine. Ça lui a d'ailleurs valu de recevoir le prix qu'on appelle Schweigart, qui était délivré par 400 scientifiques, dont 40 prix Nobel.
Et ce comité scientifique, il était présidé par quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Linus Pauling. C'est le seul homme à avoir eu 2 prix Nobel. Prix Nobel de chimie et prix Nobel de la paix. Donc, c'est un monsieur qui travaillait, Pauling, avec la rigueur d'un prix Nobel de chimie et avec l'éthique et la responsabilité d'un prix Nobel de la paix, qui a œuvré pour la paix sur la planète. Donc, Gernez, il a eu ce prix et ça aurait dû être mis en place, en œuvre, à l'échelle de la société et ça a éradiqué le cancer, ni plus ni moins. Est-ce que vous savez pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre? C'est très choquant, c'est très, très choquant. Ben, ça n'arrange pas Big Pharma. Hein. Déjà, alors ça, à mon avis, c'était la cause secondaire, sous-jacente, cachée. Mais la raison pour laquelle ça n'a pas été mis en œuvre, et c'est le directeur général de la santé qui l'avait dit à Gernez, monsieur, ça va poser un problème. Ça va poser un problème de place d'hébergement parce que si vous augmentez, ce protocole mis en place aurait augmenté de 7 ans l'espérance de vie moyenne globale des Français. Ah oui, je l'ai montré en apéro live, absolument. Super. Tout à fait. Et le directeur général de la santé a dit au docteur Gernez, non, on ne va pas le faire parce qu'il y aura un problème de place, ça va nous coûter beaucoup d'argent, il aurait fallu payer des retraites. Oui. Et probablement que derrière, il y avait le fait que ça allait faire perdre beaucoup d'argent à l'industrie pharmaceutique et on sait qu'elle a corrompu beaucoup d'esprits, cette industrie. Donc, il faut savoir que quand vous êtes traité pour un cancer, on ne vous a pas dit que sciemment, nos responsables politiques qui ont la charge de mettre en place une santé, une médecine digne de ce nom qui nous préserve en bonne santé le plus longtemps possible, ont volontairement, sciemment, balayé d'un revers de main le protocole Gernez qui aurait permis d'éradiquer les cancers. C'est le pays dans lequel on vit aujourd'hui. C'est une réalité indiscutable. Et je mets au défi n'importe quel politique de venir me dire, docteur Labrèze, non, ce que vous dites n'est pas conforme à la vérité. C'est conforme à la vérité. Alors, et on pourrait comme ça… Je te soutiens, Jean-Philippe, parce que effectivement, je l'ai montré hier en apéro live, où justement, ils n'ont pas voulu soutenir ce fameux traitement, dans le sens où ils ont bien parlé des 7 ans, ils ont bien parlé des retraites, ils ont bien parlé des EHPAD aussi, et ils ont bien parlé que ça ne les arrangeait pas, en fait. Ça ne les arrange pas du tout, que ce soit au niveau politique, financier, économique, etc. Est-ce que tu peux nous mettre dans le chat privé l'appellation du docteur Gernez? Comme ça, au moins, on leur écrit parce que là, ils commencent à poser des questions. En tout cas, mais c'est hallucinant et je te remercie de le ressouligner parce que je l'ai souligné hier, j'étais outrée. Mais en attendant, bah oui, tu as raison, effectivement. J'ai vu l'article, absolument. Exactement. Et ça nous amène à poser le problème effectivement du libre choix thérapeutique. Parce qu'on a des solutions, des savants de très, très grande valeur qui ont développé des protocoles efficaces pour traiter les cancers. Beljanski, Schwartz, Solomides, Rath, etc. Et chaque fois que ces gens-là ont démontré qu'il y avait des choses à faire pour aider plus de patients, le système a lâché ses chiens sur eux et ils se sont fait couper la tête. Beljanski, par exemple, est un savant qui a été harcelé en France, dont les travaux sont validés aux États-Unis et utilisés aux États-Unis. Donc, il y a des choses extrêmement choquantes qui nous privent, nous, qui vous privent, vous, de solutions thérapeutiques. Et je vous invite, par exemple, j'invite aussi vos auditeurs à taper Oasis of Hope, l'oasis de l'espoir, Oasis of Hope. C'est une structure qui est à Tijuana, au Mexique. Et vous regarderez, vous allez sur Oasis of Hope et vous regarderez les pourcentages de guérison avec des gens qui sont traités par des protocoles de ce qu'on appelle de médecine intégrative, où on intègre certes des protocoles de l'orthodoxie médicale, mais aussi des protocoles qui ont démontré leur efficacité et où on guérit beaucoup plus de gens. Donc, quand un système qui a été phagocyté par l'industrie pharmaceutique, et quand je dis industrie pharmaceutique, comme j'aime bien être juste, je veux toujours formuler une petite précaution, c'est que je n'incrimine pas les pharmaciens et les gens qui travaillent dans les pharmacies, qui très souvent sont des gens très intègres et qui dirigent les patients, pour autant avec la marge de manœuvre dont ils disposent, qui dirigent les patients vers des solutions complémentaires, etc. Je parle de cette structure, cette pieuvre qu'on appelle l'industrie pharmaceutique. Et on pourrait parler du cartel pharmaceutique sous l'impulsion de Carnegie Rockefeller dans les années 1900, par Flexner, où les facultés de médecine ont été en fait phagocytées par ces gens-là, qui ont financé
les facultés de médecine et qui ont appris aux médecins, ou plutôt qui ont désappris aux médecins à penser logiquement. Parce que qu'est-ce que je veux dire par là? Dans tous les domaines de la vie, quand vous êtes confronté à un problème, qu'est-ce que vous faites? Vous le résolvez, bien évidemment. Et la deuxième question que toute personne de bon sens va se poser, c'est mais pourquoi? Pourquoi je suis confronté à ça? De façon à régler là où les causes et de façon à ce que le problème ne se manifeste plus, sauf en faculté de médecine. Pourquoi? Parce que l'industrie pharmaceutique qui a phagocyté le domaine de la médecine et qui finance les facultés de médecine, Rockefeller, années 1910-1920, font que si les médecins fonctionnaient avec la volonté de régler la cause, eh ben, on verrait disparaître le marché de la maladie. C'est-à-dire, on verrait disparaître un marché juteux, puisque la pharmacie, l'industrie pharmaceutique est avec l'armement les deux plus grandes puissances financières au monde. Et les deux fonctionnent, continuent de fonctionner pour autant qu'il y ait des guerres et pour autant qu'il y ait des maladies. Donc, ça n'arrange ni l'un ni l'autre qu'il n'y ait plus de guerre et qu'on soit dans un monde en paix. Et ça n'arrange bien évidemment pas l'industrie pharmaceutique que les médecins fonctionnent avec l'idée de régler les problèmes de santé une fois pour toutes parce qu'on a réglé les causes. Donc, encore une fois, on vit dans un pays où on prive les patients de solutions qui permettraient d'obtenir des meilleurs résultats en termes de guérison. Et ça, encore une fois, c'est nous, citoyens, qui devons reprendre la main là-dessus. Rebecca et moi, on a eu la chance de participer samedi dernier à un congrès qui était organisé par l'EMCIB. Je vous mets le sigle et vous allez voir pourquoi je vous en parle. EMCIB, ça veut dire Association internationale pour une médecine scientifique, indépendante et bienveillante. Les trois mots sont importants. Scientifique, pourquoi? Parce qu'on a vu que ce domaine-là, il a été corrompu. On a vu Big Pharma venir nous promouvoir un produit expérimental, dangereux, en mentant à ce sujet, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on a besoin d'avoir une médecine scientifique, la vraie science, pas les mensonges de Big Pharma avec des scientifiques qui vont signer des articles que Big Pharma aura rédigés, moyennant monnaie sonnante et trébuchante. Non, la véritable science, la véritable médecine, est indépendante et bienveillante pour les raisons qu'on vient de voir. Eh bien, donc, on a participé, Rebecca et moi, à ce congrès. D'ailleurs, vous verrez que bientôt, les images seront disponibles. Et on a eu d'ailleurs un super clin d'œil. Rebecca disait tout à l'heure que Terry est là et veille sur nous. Et on a quelque chose d'assez magique qui s'est produit parce que pendant que je parlais, et Rebecca était à proximité, on a un oiseau qui est rentré et qui est venu se poser juste à côté, sur la table, voler un peu, etc. C'est-à-dire que j'aurais pu le toucher. Et je n'ai pas essayé pour ne pas lui faire peur, mais je suis quasiment certain qu'il se serait laissé caresser. Donc, un petit oiseau parisien. Donc ça, on a pris ça, Rebecca et moi, comme un chouette symbole parce qu'on s'est dit que Terry veillait sur nous et qu'il venait nous manifester sa présence. C'est sûr. Donc cette AIMECIB, cette Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante, nous devons lui donner de la puissance. Pourquoi? Parce qu'il est important que nous, citoyens, nous nous rappelions d'une chose, l'article 3 de la Constitution, qui dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par l'intermédiaire de ses représentants et par la voie du référendum. Si nous voulons demain disposer d'une médecine qui nous offre tout l'éventail de solutions thérapeutiques, de façon à ce que nous disposions d'un maximum de chances d'être traités efficacement et de survivre, alors nous devons… Merci les amis pour les liens, vous êtes formidables, bravo. Excuse-moi, Julie, tu as parlé alors que tu n'avais pas le truc. Oh, pardon, parce que justement, la pétition circule sur TikTok. Je remercie les amis, pardon. Ouais, tu fais bien de me signaler. J'ai bien compris, c'est pas grave. Vas-y, Jean-Philippe, continue. Il n'y a aucun souci. Il y a aucun souci. Si nous voulons reprendre le contrôle, nous devons, de mon point de vue, agir de la façon suivante. On doit donner de la puissance à cette association. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire à l'EMCIB. Ça coûte la cotisation, c'est 30 €, c'est dérisoire. Mais pourquoi c'est important de le faire? Parce que si cette association demain, elle a 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 adhérents, voilà ce qui va se passer. On pourra agir, des politiques, on pourra dire, voilà, nous, on est OK. Quel est votre programme en matière de santé? Est-ce que vous êtes d'accord pour que Big Pharma ne vienne plus phagocyter et corrompre ce domaine-là? Oui, très bien. Donc, nous avons rédigé à l'EMCIB une charte. Et si vous vous engagez à respecter cette charte, nous, on va vous aider à arriver au pouvoir. Mais attention, cet engagement, il faudra le respecter. Parce que si vous ne le respectez pas, c'est un manquement à l'honneur
Et dans ce cas-là, vous devrez quitter votre poste. Vous n'êtes pas qualifié pour exercer des responsabilités politiques. Parce que si vous êtes au pouvoir, c'est que nous, vous avons délégué une partie de notre souveraineté, puisque l'article 3 de la Constitution dispose que la souveraineté nationale, elle nous appartient à nous. Donc, on vous aide à accéder au pouvoir, pour autant qu'après, vous fassiez le job. Et quand politicien responsable et éthique, vous vous assuriez de faire en sorte qu'on ait une médecine digne de ce nom, qui propose aux citoyens que nous sommes l'intégralité des solutions thérapeutiques et qu'en conscience, nous, patients, nous puissions exercer notre jugement et notre libre choix et dire, ben oui, ce que vous proposez m'agrée, mais non, ou je préfère plutôt ça ou plutôt ça. Et ça implique quoi aussi? Ça impliquera que les politiques que nous aurons fait élire demain décideront de la création d'une commission de scientifiques indépendants, sans conflit d'intérêts, qui fassent un véritable travail d'analyse, de compilation de tout ce savoir disponible et que ces scientifiques de grande valeur, Schwartz, Rath, Beljanski, etc., soient réhabilités, que leurs travaux soient analysés, compris, qu'il y ait des études sérieuses qui soient faites, et là, on pourra bénéficier véritablement, encore une fois, des ressources thérapeutiques qui nous donnent les meilleures chances de guérison. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Le médecin veut dire que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Je vais vous le démontrer très simplement. Je vous montre un livre. Ouais. Ce livre, c'est celui du docteur Tiberghien. Il a fait sa thèse, ils étaient tous condamnés. Il part de ce médecin, il a fait sa thèse, son père était médecin. Il a vu très vite qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans le domaine de la médecine. Donc, il a fait le tour de CHU, il est allé exhumer 200 dossiers, mais s'il avait creusé, il aurait pu en exhumer 2000 ou peut-être 20 000. Et ces 200 dossiers, ils avaient tous un point commun. C'était des patients auxquels la médecine avait dit « rentrez chez vous », comme Terry, comme, et encore une fois, félicitations Rebecca hein, pour ta clairvoyance et ta combativité quand tu as renvoyé mon confrère dans les cordes en disant « Terry, mais c'est un clown, c'est monsieur Terry. Oui. Oh, tu as vu, il fait des blagues, elles ne sont pas drôles, hein, mais c'est un clown, il s'est déguisé. » Tu vois, et bravo pour ce que tu as fait à ce moment-là. Et donc, Tiberghien, il est allé exhumer 200 dossiers. Et ces dossiers, donc encore une fois, le point commun, c'était celui-ci. Les médecins avaient dit aux patients, on est désolé, on ne peut plus rien pour vous. Rentrez chez vous, attendez la mort, parce que nous, la médecine orthodoxe, traditionnelle, conventionnelle, on ne peut plus rien pour vous. Donc, comme on est persuadé qu'il n'y a rien d'autre qui fonctionne, vous allez mourir. Et bien, ces 200 patients, et encore une fois, il y en aura peut-être 2000, 20 000, ils se sont dit, la médecine nous a condamnés, mais ça ne nous agrée pas, son discours. Parce que nous, on pense que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et bien, Tiberghien montre que ces 200 personnes qui étaient rentrées chez elles, pour mourir, parce que la médecine les avait condamnées, 10, 15, 20 ans après, étaient toujours là, bien vivantes, parce qu'elles s'étaient dit, il y a certainement encore des choses à faire. Et moi, donc, j'interpelle le corps médical et mes confrères, parce que ces gens-là ne sont pas morts parce qu'ils ont effectivement recouru à d'autres ressources, notamment la puissance de l'esprit. L'esprit peut guérir le corps. L'esprit peut guérir le corps. Et si vous en doutez, je vous invite à taper Deepak Chopra, si vous voulez, par exemple. Deepak Chopra. On connaît, on les a mis au courant, t'inquiète, on les a mis au courant déjà. Super, bien évidemment, je m'en doute. En plus. Oui, parce que l'intérêt, c'est quand même d'éclairer les causes, de lâcher les émotions, parce qu'on sait très très bien qu'une maladie est juste aussi le refoulement de certaines émotions et qui n'ont pas été exprimées ou ressenties à 100%, et que effectivement la puissance de l'esprit nous guérit. L'intérêt, c'est vraiment d'aller éclairer les causes. Voilà. Exactement. On n'est pas des vésicules biliaires sur pattes ou des cerveaux sur pattes ou des cœurs sur pattes ou des machins. On est une homéostasie et l'intérêt, c'est de regarder la totalité. Et apparemment, c'est ça que tu fais et franchement, merci à toi de le faire parce que ça compte véritablement pour l'humain avec un grand H. Un grand merci. Exactement. Et voilà, et ces gens sont vivants parce qu'ils ont utilisé toutes les ressources disponibles, celles de leur propre esprit, l'esprit peut guérir le corps, et celles de tous les scientifiques qui proposent des méthodes. Ce sont des gens qui ont travaillé avec une éthique et une rigueur indiscutables. Le système a lâché ses chiens de garde sur eux et les a détruits. Beljanski, il a vu une descente de membres du GIGN dans son laboratoire. Ça l'a détruit, ça l'a tué très vraisemblablement. Et sa femme et sa fille ont dû partir aux États-Unis pour faire valider ses travaux. À quel point c'est choquant. Et nous disons donc à ces responsables politiques que nous aurons
aidés à élire, que nous aurons amenés au pouvoir, donc auxquels nous aurons délégué une partie de notre souveraineté, faites le job, faites créer une commission de scientifiques de grande valeur, éthique, sans conflit d'intérêts. Et vous allez voir qu'on va proposer, élargir notre panel de solutions et qu'on va sauver beaucoup plus de monde. Et c'est ce qu'on attend de vous. Si vous êtes au pouvoir, si vous êtes aux commandes, c'est que vous travaillez dans notre intérêt, nous, citoyens. Et que demain, des enfants comme Terry, comme tous ceux qui décèdent, des adultes qui décèdent, beaucoup d'entre eux, si on avait fait le job de façon éthique, responsable, beaucoup d'entre eux ne décéderaient pas. Donc, c'est notre responsabilité commune de changer ça. Et moi, ce que je propose comme moyen d'action efficace, s'il vous plaît, devenez membre de l'EMCIB, faites connaître cette association. Ce sont des gens bienveillants. On était avec eux, avec nos confrères là-bas qui s'occupent de cette association. Ce sont des gens de grande valeur qui d'ailleurs eux-mêmes payent un lourd tribut, et qui se font sanctionner parce qu'ils utilisent des méthodes qui fonctionnent, comme l'hydrotomie percutanée. Moi, j'ai fait soigner des patients avec l'hydrotomie percutanée, des gens qui avaient des sciatiques, hyperalgiques, qui ne pouvaient même plus marcher. Et au bout de quelques injections de produits, poum, leur hernie, leur disque s'était réparé, ne comprimait plus les racines et ces gens traités. Et on voit des médecins qui sont sanctionnés parce qu'ils pratiquent ça, ils pratiquent une médecine qui soigne dans un pays où Big Pharma a corrompu au plus haut niveau et où on n'a plus le droit de pratiquer des médecines qui soignent. C'est choquant. Mais si vous, citoyens, si nous, citoyens, on ne se mobilise pas avec l'ordre de grandeur approprié, on ne donne pas la puissance à des associations, notamment l'EMCIB. Moi, je suis pas membre du board de l'EMCIB, je suis juste un adhérent comme vous et je vous invite à le devenir. Mais cette association, elle fait des choses remarquables. Donc, reprenons le pouvoir et déléguons ce pouvoir chaque fois qu'il y a des élections à des gens qui le méritent, Pas ceux qui, dans le cadre de cette crise sanitaire, nous ont infligé aux citoyens de recevoir un produit expérimental dangereux, alors que toutes les preuves étaient là dès le départ. J'ai invité tout à l'heure à regarder les vidéos de Sabatier, de Maculog. Le co-découvreur du vaccin ARN disait « Ne le faites pas, ce n'est pas au point ». Le docteur Marlon lui-même disait « Ne le faites pas ». Le docteur Redfield, le président du CDC aux États-Unis, disait devant une commission d'enquête parlementaire il y a peu, on savait dès le départ, mais vous allez voir, écoutez à quel point c'est choquant, on savait dès le départ que la protéine spike, donc ce qu'on fait fabriquer aux gens qui ont été injectés, était puissamment pro-inflammatoire, qu'elle diffusait dans tout l'organisme, alors qu'on a tous entendu le mensonge et on dit « Oh là là, ça reste au niveau du deltoïde, ne vous inquiétez pas, tout va bien ». Et pire, le docteur Redfield, ancien directeur du CDC, est venu dire « Écoutez bien, nous n'avons pas dit aux gens, parce qu'on connaissait les effets secondaires, on savait qu'il allait en avoir, on n'a pas averti les gens parce qu'ils auraient pris la décision de ne pas se faire injecter. Mais les gens qui disent ça devraient finir en prison parce qu'ils nous privent de la possibilité de formuler un consentement ou un refus libre et éclairé. Ils violent la loi, sciemment. C'est d'une gravité absolue. Tout à fait. C'est d'une gravité extrême. Parce que beaucoup de personnes, si elles avaient été informées et si elles n'avaient pas été contraintes, sous peine de se voir privées de leur travail et de la possibilité de nourrir leur famille, ce qui est déjà une violence inouïe, c'est tellement choquant. Les gens qui sont responsables de ça devraient à minima être venus présenter des excuses en disant on s'est fait berner, on s'est fait leurrer, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur et des Communications japonais. Mais non, je ne les entends pas, ces politiciens, venir présenter des excuses. C'est très choquant. Des lâches. Excuse-moi, c'est sorti. C'est très choquant. Donc, Rebecca disait quelque chose tout à l'heure, quelque chose de fondamental. Nous sommes des êtres souverains, extrêmement puissants. Si on n'était pas puissants, d'ailleurs, ils ne s'évertueraient pas à abîmer nos organismes, à dégrader nos organismes pour abîmer notre esprit. Parce que quand on empoisonne notre nourriture, quand on empoisonne l'air qu'on respire, quand on empoisonne l'eau qu'on boit, quelle est la finalité de ces gens-là? Outre le fait de créer le marché de la maladie qui va effectivement faire prospérer le marché du médicament et Big Pharma, quelle est la finalité aussi? C'est qu'en dégradant les corps, on dégrade les esprits. Et des esprits affaiblis dans un corps affaibli, ce sont des esprits qu'on peut manipuler et corrompre et manipuler plus facilement. Mais nous voulons rester des citoyens souverains, libres, puissants. On veut reprendre le contrôle de nos vies. Et on le doit, bien évidemment, à nous,
Moi, à 63 ans, j'ai fait une partie du chemin, mais on a le droit à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Mon grand-père, et je le dis parce que je lui rends hommage, il est mort bardé de médailles. Médailles militaires, Légion d'honneur. Il s'est battu pour qu'on soit dans une démocratie et pas dans un pays contrôlé par les nazis. Mais dans ce qui s'est fait ces dernières années, moi, je vois une grande similitude entre ce qui s'est fait dans les camps de concentration et le fait qu'on ait contraint des gens à recevoir un produit expérimental dangereux. Je dis ce que je veux dire. Je suis un médecin libre et souverain. Mais bien Donc, sûr. encore une fois, on doit reprendre le contrôle de nos vies. Et la première des choses que nous puissions faire, parce que c'est le socle sur lequel s'établit la santé d'esprit et la santé tout court, et puis c'est de ça dont dépend notre vie de famille, professionnelle, etc., c'est qu'on doit faire en sorte que demain, on ait une médecine vraiment qui s'efforce de guérir et de soigner et qui propose un éventail thérapeutique complet et qu'on réhabilite des gens de grande valeur, qui ont développé des savoirs de grande valeur et dont le système a coupé la tête. Absolument. Mais que ça fait du bien de t'entendre parler comme ça, docteur, enfin Jean-Philippe, mais quel bonheur. Ah, ça nous réconcilie de suite là, avec certains médecins, parce que voilà, non, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir confiance. On a bien compris que voilà, ils cherchaient pas du tout à nous aider. L'approche n'est pas du tout bonne. Nous n'avons plus le choix. Donc tout ça là, ce soir est un live. Je vois tous les commentaires, que ce soit à droite ou à gauche. Hein. Quel live, bravo pour ce discours. Ça fait du bien. Enfin, voilà, on a besoin d'entendre ça, vraiment, vraiment. Et c'est vrai que par rapport à des médecines alternatives, il y a aussi, je veux en parler parce que moi j'ai assisté il y a 15 jours de ça à une formation avec le docteur Andreas Kalker à Paris sur le dioxyde de chlore. Et franchement, pour l'utiliser moi-même et voir autour de moi les bienfaits de cette thérapie-là et la formation, vraiment, ce médecin aussi, il est exceptionnel. Bon, il a repris aussi le travail de Humble, mais en attendant, c'est aussi une belle âme, ce médecin, qui veut travailler avec d'autres médecins, justement, pour développer cela. Et il le développe, j'ai envie de dire, gratuitement. Il transmet ce savoir gratuitement, ce qui n'est pas l'habitude des labos pharmaceutiques, bien évidemment. Et vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne. Et on l'a vu aussi au travers de la formation. Et c'était génial. On a vu des cas, vraiment, des gens qui reviennent de très, très loin. Et grâce à ça, ils ont pu s'en sortir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça soigne vraiment toutes sortes de maladies. On peut le voir sur le livre. Donc, vous avez déjà montré, mais je le remontre. C'est La santé interdite. Attendez, c'est comme ça. Andreas Kalker, vraiment, qui est super bien. Et voilà, vraiment, un grand merci aussi à lui. Et ça fait partie des alternatives. Et après, chacun a le droit de choisir telle ou telle alternative, celle qui lui parle le plus, celle qui… Voilà, ça lui appartient, c'est sa vie, c'est sa santé, c'est son corps. Donc, c'est à lui de voir, quoi. Exactement. Merci d'en parler. Je vois qu'il y a Christelle Cardo qui est là aussi et que voilà, que j'embrasse parce que elle anime sur Facebook, voilà, une page où elle parle. Elle est experte en CDS MMS et elle est de très bons conseils. Je vous en avais parlé, les amis. Souvenez-vous quand j'avais fait le live sur le CDS et voilà, elle est formidable. Elle aussi, Christelle, un grand merci. On te salue. Voilà. J'en profite pour la saluer parce que je suis très proche d'elle et je l'adore. Elle est vraiment très, très généreuse dans ses explications. Elle donne de sa personne. Elle est vraiment investie à 2000% et c'est une très, très, très belle âme. Vraiment. On la recevra d'ailleurs un soir, Lilou. Avec plaisir, vraiment, avec un grand plaisir. Elle est calée pour en parler mieux que nous encore. Elle est fabuleuse. Alors, moi, j'ai envie de rebondir sur tout ce que vous avez dit parce que, évidemment, je vais complètement dans votre sens. Par contre, là où moi j'achoppe un tout petit peu, c'est que je n'ai plus envie de politique pic-pic, dans le sens où ils sont complètement tous corrompus. C'est les lobbies qui les gouvernent, y compris en Europe, etc. Et à un moment donné, moi je préfère, à la limite, Jean-Philippe, créer un cercle de sages où il y aurait que des gens compétents et complètement dans l'humain et pour le bien commun, où justement, bah oui, on fait marcher toutes les créativités de tous les humains, que ce soit au niveau scientifique, juridique, financier, économique, sociétal, etc., pour que justement ça aille dans le sens du bien commun. Mais par contre, les politiques pipiques, je ne leur fais plus confiance du tout, étant donné qu'ils sont complètement corrompus par les lobbies, non seulement pharmaceutiques, mais
Apple Tech, enfin, Bug Tech, Bug Pharma, enfin Bug machin. Bon, bref, je n'ai plus envie de donner. Si véritablement on est souverain, on ne donne plus notre pouvoir à qui que ce soit et on ne vote plus. Hein. On ne vote plus parce que là, franchement, en plus, même ça, c'est fraudé. Donc, je veux dire. Ouais. Non, mais Voilà. on n'a plus confiance. On n'a plus confiance. On n'a plus confiance en qui que ce soit. Nous, on a envie d'un cercle de sagesse, d'un cercle d'excellence, de gens dans toutes les compétences et de toutes les compétences pour pouvoir faire en sorte que justement on se débrouille par nous-mêmes et qu'on arrête de payer 577 députés à rien faire ou au contraire à nous pourrir la vie ou à nous empoisonner, quoi. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Moi, c'est juste ça, le bémol que je mets dans ton discours. J'ai plus envie d'être une citoyenne. Moi, je suis une être humaine dotée d'une âme. Je pense qu'on est humain avec un grand H et qu'à un moment donné, il est question que justement on se retrouve là-dessus, quoi. Voilà. Vas-y, Peut-être, Jean-Philippe. Lilou, tu as raison, mais la question en fait qui se pose, c'est qu'on alors, je dis on est en démocratie, non, c'est plus le cas, parce que des lois ont été votées dernièrement qui font qu'on n'est plus en démocratie. De mon point de vue, hein, c'est plutôt moi, je vois du totalitarisme en marche et je suis libre de voir ce que je vois et je suis libre de dire, de parler de ce que j'ai vu. Hein. Jean Jaurès, la liberté, c'est chercher la vérité et la dire et pas subir la loi du mensonge triomphant. J'ai fait le choix personnellement, alors ça m'a valu de me faire couper la tête quelquefois, mais je reste intègre au moins. Exactement. Et in fine, comme je l'ai dit très souvent quand je parle, il y a en bout de course, je rendrai des comptes à quelqu'un, j'aurai des comptes à rendre à quelqu'un et c'est à moi. Et je devrais me poser la question, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire ou pas? J'aurais essayé de faire ma part du job pour que les choses changent. Mais par contre, maintenant, on est dans cette pseudo-démocratie et qu'est-ce qu'on fait? Soit on prend les armes, et je propose bien évidemment absolument pas de prendre les armes. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme outil en tant que citoyen? Alors, le vote. Mais le vote, on a vraiment l'impression que quand les politiques ont été élus, on a l'impression qu'ils ont fait un hold-up sur le pouvoir et quand ils l'ont, ils nous disent ben maintenant, c'est moi qui l'ai, allez vous faire voir. À peu près, je résume ce que j'ai vu ces derniers temps. Donc la question, et puis après, mais c'est un débat qu'on doit avoir en tant que citoyen, comment on réforme le système? Comment on change ça? Parce que si on fait, on peut. Moi, je connais des scientifiques de grande valeur et je dois participer en octobre prochain. Alors, ça a dû être décalé parce qu'il y a eu malheureusement une tragédie dans la vie d'un des… Je devais participer en octobre, où j'étais invité d'honneur d'ailleurs, pour donner mon point de vue sur l'évolution des choses, à un congrès, à une formation internationale où il y avait des médecins américains qui venaient parler de toutes les thérapies alternatives. Voilà, l'hydrogène moléculaire, la modulation biophotonique, etc. Des techniques qui sont des techniques qui fonctionnent, que des médecins utilisent pour sauver des vies. Mais bon, voilà, comment on change ça? Parce que même si on fait ce comité de scientifiques et qu'ils bossent et qu'ils disent, ben voilà, maintenant, les traitements les plus efficaces pour traiter les cancers en médecine intégrative, ça va être ça. Voilà, parce qu'on l'a vu, mais comment on fait ensuite pour faire en sorte que ce soit implémenté, mis en place dans la société, au sein du corps médical? Donc, c'est une réflexion qu'on doit avoir en tant que citoyen, dépositaire de la souveraineté nationale. Elle nous appartient à nous. Elle nous appartient à nous. Donc, il faut qu'on exerce cette souveraineté. Moi, j'ai envie. Alors, je ne sais pas ce que Julie montre, mais bon, c'est pas. On va en reparler. Moi, j'ai envie de te dire, Jean-Philippe, merci de tout ce que tu véhicules, merci de tes messages, etc. Je vais te dire, la clé, c'est la conscience. C'est l'éveil de la conscience. C'est le fait de dire non quand c'est non. C'est le fait de dire qu'on n'est pas d'accord. C'est le fait d'être justement les reines et les rois de notre royaume personnel en microcosme et en macrocosme, en disant non quand c'est non. Et justement, pour moi, la clé, elle est spirituelle. Elle n'est pas politique, elle n'est pas géopolitique, elle est dans la conscience. Les gens se réveillent de plus en plus depuis 2020 parce que tout est montré. Tout finit par être montré, là, avec ce qui se passe aux États-Unis. On finit par tout déverser. Les écuries d'Augias sont en train d'être nettoyées. Alors, peut-être que ça va prendre un peu plus de temps que ce qu'on croit encore et encore ou pas. Mais en attendant, pour moi, la solution, elle est spirituelle. Et la spiritualité, c'est quoi? C'est l'éveil et l'évolution de nos consciences. À un moment donné, si on évolue en conscience, là, on peut tout faire changer comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le quantique. Et dans le quantique, c'est hors espace, hors temps.
Et nous sommes vraiment, comment te dire, véritablement à la base du changement. Le changement, il viendra par la base. Il va pas venir par le haut parce que le haut, ils sont dans leurs intérêts personnels. Nous, par contre, on est dans l'intérêt collectif, on est dans le bien commun, on est pour la libération planétaire de l'humanité. Je crois véritablement que la clé, c'est notre conscience et l'évolution de nos consciences. Et plus on va participer justement à ce genre de réunions comme tu vas participer, même si ça a été retardé, plus là, ça va basculer parce qu'on est sur le 100e singe. On est sur l'histoire du 100e singe. Et pour moi, on a déjà atteint le seuil. Hein. On est vraiment, vraiment en train de basculer. En tout cas, ce ne sera pas politique la solution. Ça, c'est sûr. Ah non. Moi, je ne veux plus donner mon pouvoir à qui que ce soit. Je veux vraiment faire confiance à des gens en qui j'ai confiance. Voilà. C'est ça. Et à vous écouter et en observant et en s'intéressant depuis de nombreuses années aux médecines alternatives, il y a énormément d'espoir, les amis. Ne perdez pas d'espoir parce que des solutions, il y en a un panel, autre de ce que Big Pharma nous propose. C'est magnifique. Rien qu'à voir, à revenir aussi en arrière avec ces médecines millénaires, la médecine indienne, la médecine chinoise. Je veux dire, il y a tellement de solutions. Et moi, je vous dis vraiment, gardez espoir et courage et arrêtez. Voilà, vous avez le droit de dire non et d'aller voir ailleurs. Hein, à un moment donné, voilà. En attendant que les choses vraiment s'officialisent et se mettent en place vraiment. Voilà, il y a énormément d'alternatives et il faut soutenir les médecins intègres comme le docteur Labraise et tant d'autres. Il y en a. Mais bon, ils sont mis sur le banc de touche par la société, mais pas par le peuple. Et c'est à nous, le peuple, de les soutenir. Comme le fait Rebecca et tout le collectif de la patientèle de M. Labraise. Vous êtes des exemples. Il faudrait soutenir tous ces médecins intègres qui ont pour objectif de guérir leurs patients et non pas de soigner les symptômes. Enfin, voilà, vous avez compris. Oui, quoi. Exactement. En tout cas, voilà, moi je trouve ça merveilleux ce que vous véhiculez. Ta force, ton courage, ta persévérance, l'énergie que tu véhicules, Rebecca, merci. Et le message, toi aussi, Jean-Philippe, que tu véhicules avec toute ta sagesse, ton calme, ta connaissance. Alors là, franchement, merci aussi. Hein. Moi, je suis amoureuse, voilà. Je suis amoureuse de vous, hein, de votre collectif. On vous reçoit quand vous voulez. Vraiment, on véhicule votre message parce que ça va en plein dans le sens de ce que nous véhiculons, Julie et moi, et la chaîne et les pages. Forcément, les amis, forcément. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment la conscience. La conscience, quoi. Vraiment, vraiment, faisons savoir tout ça parce qu'il y a des vagues d'éveil, des vagues de réveil. Et je crois qu'à un moment donné, de toute façon, ils tombent déjà hein, et ils ne vont pas tarder non plus à tomber. Et d'ailleurs, ils paniquent. Et voilà, mais voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous faire passer aussi comme message. En attendant, on est réunis. À nous quatre, on fait déjà un débriefing. Avec les auditeurs, on fait encore un débriefing, un melting pot. Et ça sème des graines. Et tant mieux parce que justement, on les arrose et ça va donner des fruits, des plantes. Et tant mieux. Vraiment. Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste rajouter. Ah, pardon. Vas-y. C'est vas-y, Rebecca, je t'en prie. Vas-y. Et après, Jean-Philippe, il parle. Voilà, moi, c'est un au revoir là qu'on se dit là. Tu peux mettre le mot de la fin, oui, tout à fait. Voilà, moi, je voudrais juste revenir à mon parcours, à mon histoire perso. C'est montrer que la cohésion, la mobilisation, tous ensemble. Moi, là, je vous ai parlé de moi, de mon parcours et tout ça, mais bien évidemment, il y avait ma famille, notamment mon mari qui était là à mes côtés, en soutien, plus en arrière, mais quand même un pilier important. Il y avait tout le monde, les amis, vraiment tous les gens qui se sont réunis autour de nous pour obtenir toutes ces signatures. Et donc vraiment, cette gagne, on l'a eu tous ensemble. Et là, ce que je veux faire passer, c'est qu'au travers du collectif, c'est pareil. On s'unit tous les uns avec les autres. Et là, ça devrait même dépasser le collectif. Ça va au-delà, puisqu'on défend, en plus du docteur Labraise qui porte le message, mais on défend vraiment la liberté de choix thérapeutique. Et vraiment, et le consentement libre et éclairé, bien évidemment, ça fait partie vraiment de nos libertés fondamentales et individuelles. Et c'est ça qu'on défend, c'est ça le message que l'on porte dans le collectif et au-delà, quoi. Donc voilà, mobilisez-vous, ayez foi en vous, en chacun d'entre vous.
Voilà, investissez-vous à nos côtés, pour vous, avec nous, et pour chacun d'entre nous. Et surtout, tout ça, bien évidemment, c'est pour nos enfants. Et voilà, parce qu'il faut qu'on leur laisse un joli monde. Et moi, je le vois, le joli monde. Donc, on va y arriver tous ensemble. Et mesdames, les filles, j'ai envie de dire plutôt, je vous remercie, je vous embrasse très très fort vraiment pour votre accueil, hein, que moi je me sens à la maison ici. Hein. Donc, yes, tu y es. Et merci pour tout ce que vous faites tous les jours, parce que je sais combien ça coûte en investissement personnel, en détermination, en fatigue. Mais vraiment, c'est un sacrifice quelque part, c'est un sacerdoce, parce qu'on met quand même beaucoup sa vie de côté quand on s'investit comme ça, comme vous le faites tous les jours, et sans jamais lâcher, avec autant de persévérance et d'endurance. Franchement, je vous admire, les filles, et je suis très contente de pouvoir vous le dire ici en direct, pour tout ce que vous faites. Merci du fond du cœur, parce que il y a des fois, je suis très très émue dans vos 2 lives, quand je vois vraiment l'énergie et la bienveillance et l'amour que vous mettez, ça m'émeut, quoi. Merci. Non, mais Rebecca. Pour toutes les 2. Merci infiniment. Merci à toi aussi. Et merci du partage de ce soir. Merci de ton retour. Moi, ça me parle droit au cœur. Hein. Vraiment, ça me touche beaucoup. Je sens ton émotion et ça me fait grave monter les larmes aussi. Donc, un énorme merci, Rebecca, de tout mon cœur. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Quelle belle émission, hein. Moi je vous remercie tous les 3, tout le chat avec vos commentaires qui donnent une force, j'imagine, au docteur Labrèze, à Rebecca, à nous tous, hein, pour continuer. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'espoir et qu'il faut, si près du but, on ne va pas lâcher, et que cette persévérance et cette détermination, on en parlait ensemble, Rebecca, c'est la foi qui nous tient, parce qu'on y croit. On sait que l'issue est bientôt là et qu'on y arrivera. Et c'est tous ensemble. C'est pas seul, ça c'est clair et net. On a besoin de chacun. Et quand je vous entends ce soir, vous me redonnez un espoir monstrueux et c'est magnifique. Et moi, vraiment, je dis un grand merci. Vous avez toute ma gratitude. Et on refera une émission pour avoir un petit peu des nouvelles de cette pétition. Comment tout ça se passe. Ce sera important de donner des nouvelles aux amis et puis de suivre tout ça de près, quoi. Voilà, tout simplement. Volontiers. On ne se lâche pas. Merci beaucoup. Merci à toi. Vas-y, Jean-Philippe, tu voulais faire un dernier mot de la fin. Vas-y. C'était parce que, effectivement, déjà, bien évidemment, nous sommes tous les 4 d'accord. La réalité de demain, ce sera celle que nous avons dans nos esprits respectifs et qu'on va co-créer ensemble. C'est une réalité, d'accord? Donc, si on a une vision claire de ce vers quoi on veut tendre, de ce qu'on veut obtenir, on va finir par le créer. Il y a un moment où il y aura un basculement et on va faire advenir cette réalité, si elle est d'ailleurs clairement dans nos esprits. Juste, moi, dans l'une des choses qui m'a mise en mouvement très tôt d'ailleurs sur ce sujet, je regardais il y a quelque temps une vidéo, c'était une commission d'enquête aux États-Unis, et je voyais un papa qui avait son petit bout qui devait avoir 7-8 ans sur les genoux, et le papa témoigné, était en pleurs. Alors, le petit bout le regardait de temps en temps, il ne comprenait pas pourquoi son père était en pleurs, donc il jouait, etc. Et le monsieur témoignait, en fait, son fils, en fait, quelques années plus tôt, s'était vu diagnostiquer un glioblastome. C'est une tumeur cérébrale qui tue pratiquement 100% des patients. Et les médecins avaient dit à son père, ramenez-le, comme pour Terry, Rebecca, ramenez-le parce qu'on ne peut plus rien pour lui, il va mourir. Et puis, ce monsieur, il a eu la chance de croiser le chemin d'un médecin. Je vous invite à taper son nom. Je vous l'ai mis là. C'est Burzynski, docteur Burzynski. Oui. Qui a développé des traitements, des protocoles de soins qui guérit la grande majorité des glioblastomes, alors qu'avec l'orthodoxie médicale, la majorité des patients décèdent. Et le père, son fils a bénéficié de traitements de Burzynski et est toujours bien vivant. Mais c'est important si on veut changer le système, qu'on ait déjà une idée claire de ce qu'on veut obtenir, donc qu'on le mette tout dans nos esprits, et qu'on soit conscient de ce à quoi nous sommes confrontés. Il faut avoir vraiment s'ancrer dans ces 2 réalités-là, l'actuelle et celle vers laquelle on veut tendre. Et en fait, Burzynski, il explique qu'il a passé 15 années de sa vie, non pas à promouvoir ses produits et à sauver des vies, mais à se battre contre la FDA, Food and Drug Administration, ce ministère de la Santé américain qui est financé pour moitié par l'industrie pharmaceutique. Et pendant 15 ans, ils ont bataillé pour l'empêcher de commercialiser ses produits, de les diffuser et de sauver des vies. Ces gens-là, avec l'argent des citoyens américains, ont empêché un médecin d'une valeur inouïe
de promouvoir ces produits, de les rendre disponibles à la population et de sauver des vies. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Il est impératif que nous soyons tous conscients de ce qui existe. Comme ça nous donne une idée de ce que nous avons à régler. Et encore une fois, parce que c'est un écueil majeur entre la réalité du temps présent et celle vers laquelle nous voulons tendre tous, en tout cas tous les gens bienveillants qui sont ici, parce qu'il y en a qui n'ont pas les mêmes intentions que nous. Absolument. Complètement d'accord, hein, vraiment. Alors, merci pour tous ces... Mais c'est nous qui allons l'emporter. Voilà. Le mot absolument, de la fin... pas de doute là-dessus non plus, pas de doute là-dessus. C'est le bien qui va l'emporter. C'est une vieille bataille, hein. C'est le clair. bien contre le mal, mais c'est le bien qui triomphe et c'est bien qui va triompher, c'est certain. On est d'accord, hein, c'est clair. Nous, on a la foi de ça avec notre Julie d'amour. Rebecca, on sait très très bien que tu as la foi aussi. Et Jean-Philippe, évidemment, on voit très très bien que tu portes ce message-là aussi. Donc, on est vraiment en phase. Tout va bien. Exactement. Super. Donc, bienvenue à la maison. Merci. Très ému ce soir, un très beau live. Ah ouais. Hein. En tout cas, tous les commentaires sont vraiment dans la gratitude et c'est magnifique, vraiment. Ouais. Gratitude aussi à tous et à toutes pour ces touchants messages qui, personnellement, me vont droit au cœur. Et merci d'avoir été si nombreux, le chat aussi également. Alors, on demande si le docteur Labrèze, il peut s'entretenir avec en particulier, par exemple, s'il y a des besoins de santé ou pas. Là, il est suspendu, du coup, je ne sais pas. C'est délicat. Alors, je suis suspendu, donc là, je suis théoriquement plus en mesure. Alors, voilà, j'exerce comme naturopathe parce que personne ne peut m'empêcher d'exercer comme naturopathe. Hein. Bien sûr. Il y a des naturopathes, plein de naturopathes qui exercent, qui ne sont pas médecins et qui font du super job, d'ailleurs, en termes de médecine préventive et voilà, pour les basiques, les fondamentaux hein, de l'hygiène de vie, de comment on peut préserver un corps, aider son corps à rester en bonne santé. Donc, voilà, mais par contre, très sincèrement, si voilà, vous pouvez, je peux vous mettre mon adresse mail, mais très sincèrement, c'est bien parce qu'avec des émissions comme celle-ci et d'autres que j'ai eu l'occasion de faire, je suis très, très sollicité et j'ai toujours la volonté de répondre aux sollicitations, mais parfois le temps manque. Mais je peux vous éclairer ou voilà, soyez indulgents. N'hésitez pas à répéter le message si dans les 24-48 heures je vous ai pas répondu parce que vraiment voilà, il y a beaucoup de sollicitations. Mais il y a plein de savoirs disponibles sur Internet. Il y a plein de gens qui disent des choses extrêmement sensées, de bon sens, hein, de bon sens. Si on veut rester en bonne santé, ayons une bonne hygiène de vie, évitons les toxiques, évitons de s'immerger dans une pollution électromagnétique extrêmement destructrice. Enlevez le Wi-Fi de chez vous. Voilà, toutes les règles de bon sens qui permettent de vraiment… un corps humain, c'est bien fait. Hein, l'énergie vitale, c'est extrêmement intelligent. Mais c'est un peu, si on bouscule nos corps tous les jours avec, encore une fois, la malbouffe, le tabac, etc. Et puis la pollution informationnelle aussi. Hein. Connectez-vous. Je sais que si vous êtes là, vous le faites, mais régulièrement à de bonnes vibrations, hein, à de la spiritualité en mouvement, celle de Lilou et Julie. Voilà. Créons un monde meilleur, immergeons-nous dans de la bienveillance et là, je peux vous dire que vous allez assurer une bonne santé de votre système endocrinien et que vous allez faire des choses fondamentales pour avoir un corps qui reste en bonne santé ou restaurer un état de santé satisfaisant si malheureusement vous en êtes déjà écarté. Voilà, donc je peux vous mettre mon mail, hein, mais soyez indulgents si… Allez, vas-y, comme ça je le partage. Et puis, on va se quitter les amis avec… je vais mettre Cheptrills. Alors, ouais, et je tenais aussi à souligner juste avant de partir que le docteur Labrèze a quand même donné pas mal de noms de docteurs. Hein, allez, n'hésitez pas à aller les découvrir, à écouter ce qui voilà. Toutes les associations, absolument. L'association, voilà, il y a eu énormément. Et l'AMCIB, vraiment, ouais. Je vous invite vraiment, allez-y, donner de la puissance à cette association. On a partagé il faut un super job. Il faut vraiment un super job, ouais. Voilà, on a partagé l'adresse, donc du coup, tout est OK. Voilà, et là, on partage ton mail. Magnifique. Allez, super. Les amis, on vous quitte avec les Cheptrills parce que c'est que du bonheur, évidemment, les Cheptrills. Et nous, on reste ensemble pour le débriefing. Les amis, d'énormes gros bisous. Vous savez que moi, je ne serai pas là demain. Par contre, vous retrouvez notre Julie d'amour à 9h, fidèle au poste, évidemment.
et une très très belle soirée, pleine de bonnes vibrations, vu tout ce qu'on a partagé. Des gros bisous les amours. Merci. Bonne soirée tout le monde. Au plaisir. Belle soirée. Bisous. Belle soirée.